de l'Empire, et la rage se voit dans ses yeux. Les hommes se recroquevillent devant lui et lui disent que c'est toute l'information qu'ils ont. Russell raisonne que même si chacun ressentait des émotions différentes, ils avaient tous une chose en commun. Pendant ce temps, McCrae déclare que ce sera œil pour œil, disciple pour disciple. Il frappe son épée sur le sol avec une profonde colère. Une force sombre sort du sol, là où il frappe, et avance. La force se déplace de là où il est, dans la forêt, et détruit tout l'endroit. La seule chose que tout le monde qui a entendu le message avait en commun est qu'ils avaient tous une forte impression de Russell Raymond. McCrae se souvient de Daria Stonewhite et il dit qu'il se vengera de cela coûte que coûte. Plus tard, Russell donne à Maître Daraya un rapport de sa mission. Elle lui demande s'il est en train de dire que les païens étaient impliqués dans la mort de son père. Russell réaffirme ce qu'il a dit. Elle lui dit que beaucoup d'archives ont été perdues pendant la guerre et qu'il est difficile de connaître la véritable situation. Elle dit qu'il sera plus difficile d'identifier le coupable. Russell lui dit qu'il en est conscient. Pour le réconforter, le maître lui prend les mains et lui dit qu'une chose est sûre. Elle dit que s'il continue à pourchasser les païens, ils pourront atteindre la vérité et elle lui demande s'il le pense aussi. Le maître l'assure qu'elle, ainsi que la Tour de la Flamme, seront toujours là pour l'aider et Russell la remercie chaleureusement. Peu après, le conducteur de la voiture leur annonce qu'ils sont arrivés à destination. Maître Daraya lui dit qu'elle espère qu'il peut mettre de côté ses doutes et son anxiété afin qu'il puisse élargir l'horizon de ses connaissances pour aujourd'hui. Ils descendent et entrent dans un grand bâtiment. À l'intérieur, il y a une réunion du Conseil de la Tour de Magie. Le Conseil de la Tour de Magie est une société magique qui rassemble les maîtres de plus de 20 tours de magie qui existent dans Endymion. Russell dit qu'il y a 2 mois, grâce à sa victoire contre Spandem, il a obtenu l'accès pour assister à ce conseil en tant qu'assistant du maître, bien qu'il soit un débutant dans la tour. Lorsqu'ils entrent, un des maîtres reconnaît Russell comme la divinité dont ils ont entendu parler, et un autre homme dit que c'est un honneur de le rencontrer. Russell rit et les remercie pour leur gentillesse. Pendant qu'ils se saluent, quelqu'un d'autre qui les approche de près dit à Maître Daraya que cela fait un moment, la qualifiant de senior. Daraya se retourne pour voir qui c'est. Elle reconnaît l'homme comme le maître de la tour jaune et répète que cela fait effectivement longtemps. Quand il s'approche d'eux, Mademoiselle Daraya présente le maître de la Tour Jaune comme Niccolo Machiavelli. Elle informe Russell qu'il est l'organisateur du conseil de la Tour Magique d'aujourd'hui. Russell s'incline rapidement et salue le maître. L'homme rit et lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si formel. Il remarque qu'il a vaincu le disciple de ce satané vaurien. Russell lève les yeux et se demande de quel vaurien il parle. Mademoiselle Daraya lui dit qu'il parle de McCrae Hughes, le maître d'armes de l'Empire. Elle l'informe que l'homme qui l'a mise à terre était son disciple. Niccolo pointe la coupure sur son œil et dit que c'était rafraîchissant d'entendre cette nouvelle. Russell remarque la coupure sur son œil et réalise que cela doit être l'œuvre de McCrae. Maître Daraya intervient et lui demande d'arrêter de ressasser de vieilles blessures et d'aller se préparer pour la présentation. Elle lui rappelle qu'il avait dit qu'il avait un agenda important aujourd'hui. Quelques instants plus tard, Maître Melville et Alan Page s'approchent d'eux. Maître Melville salue le maître de la Tour de Flamme et le maître de la Tour Jaune. Russell regarde à côté de lui et aperçoit le maître de la Tour de Lance. Miss Daraya sourit et dit à Melville qu'il semble être jaloux que son disciple soit félicité. Melville rit et lui demande si elle pense qu'il est aussi mesquin qu'elle. Niccolo sent la tension monter, alors il s'excuse rapidement pour aller se préparer pour sa présentation. Niccolo s'échappe rapidement car il sait qu'ils sont repartis dans leur querelle. Maître Melville mentionne que puisqu'ils sont sur le sujet, il espère qu'elle n'a pas oublié leur pari sur la relique de l'ère des dieux. Mais Mademoiselle Daraya rétorque qu'elle ne peut pas oublier. Maître Melville commence à se vanter et dit que son cher Alan a déjà fait quelque chose. Avant qu'il puisse finir sa phrase, Alan pose ses mains sur les épaules de son maître et lui rappelle qu'ils doivent aller à leur place. Alan commence à l'entraîner et Maître Melville l'appelle un gamin et lui dit qu'il parlait encore. Il crie à Alan de le lâcher. Russell commence à rire devant le spectacle offert par le maître et son disciple. Peu après, la présentation commence et Maître Niccolo annonce qu'il débute cette session du conseil de la Tour de Magie. Il annonce que le principal sujet de cette réunion concerne les ruines en cours de fouille au Mont Calvin. Il dit que les ruines semblent dater de la fin de l'ère mythologique, et il n'y a pas encore de preuve qu'elles aient été pillées. Cela signifie qu'il y a encore une bonne chance qu'un vestige soit intact, alors il sourit largement. Russell pense à l'idée d'une relique de l'ère mythologique, et Maître Daraya commente qu'il pourrait bien déterrer un artefact qui va bouleverser les temps. Niccolo annonce au maître que c'est pourquoi ils ont besoin de leur aide pour sécuriser le site. Maître Niccolo appelle Sir Alan Page de la Tour de la Lance pour aider. Il mentionne également Russell de la Tour de Flamme et il dit qu'il aimerait leur demander une faveur à tous les deux. Les gens commencent à chuchoter et ils disent que c'est une bonne idée puisque Russell a déjà prouvé ses compétences. Mademoiselle Daraya se vante et se dit qu'il est certain qu'ils devront choisir Russell et elle demande de quel disciple il pense qu'il s'agit. Soudain, un des maîtres s'oppose à la motion. Maître Daraya se tourne rapidement de son côté pour voir la personne qui a objecté. Il s'avère que c'est un homme nommé Blaine Trilogy, le maître de la Tour Rouge, qui est venu à la réunion avec un garçon nommé Giron, un mage de la Tour Rouge. Maître Blaine marche vers le milieu et Niccolo est surpris de le voir. Maître Niccolo lui demande d'expliquer pourquoi il s'oppose s'il n'y voit pas d'inconvénient. Maître Blaine mentionne le nom d'Alex Raymond, le père de Russell. Il se tourne pour regarder Russell, qui est choqué d'entendre le nom de son père. Blaine dit qu'il s'oppose à cause de la défaite d'Alex Raymond. Certaines personnes demandent comment le fils peut être blâmé pour la défaite de son père, et un autre homme dit que la guerre avec l'Empire a eu lieu il y a longtemps. Blaine insiste que même s'ils ont raison, la défaite a coûté la vie au meilleur soldat d'élite du royaume après qu'il a quitté le combat sans permission. Toute la salle se tait et personne ne parle. Mademoiselle Daraya intervient et dit que c'est pure spéculation car ils n'ont aucun enregistrement de cette époque.
Blaine lui dit qu'elle a tort car il était là. Russell et Maître Daria sont choqués de l'entendre. Blaine dit qu'il l'a vu s'enfuir de ses propres yeux. Russell écoute avec stupéfaction et semble horrifié d'apprendre que son père a fui pendant la guerre. Russell se souvient que ce n'est un secret pour personne que son père est mort pendant la guerre, mais il se demande pourquoi cet homme raconte de telles absurdités. Blaine déclare au maître que la famille Raymond doit une dette au royaume qu'elle doit rembourser. Il ajoute qu'ils doivent considérer à quel point la jeunesse du royaume se sentirait trompée s'il confiait une mission aussi importante à la famille Raymond. Maître Blaine dit que la Tour Rouge n'apportera aucun soutien à cette expédition si Russell est responsable de la garde. Certains des hommes envisagent leurs options car Russell est connu comme la divinité montante, mais il est difficile de laisser de côté la Tour Rouge dans cette affaire. Nicolo observe la situation et réalise que Blaine a influencé la foule avec juste quelques mots. Il pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre de la Tour Rouge, et Blaine devait également s'attendre à cela à cause du soutien qu'il a. Maître Nicolo pense à un homme de haut rang dans la société, l'archiduc Bismarck. Il se rappelle que Blaine est de confiance pour l'oncle du roi et l'homme le plus puissant du pays, l'archiduc. Nicolo raisonne que se révolter contre lui signifie de l'animosité envers la faction de l'archiduc. Il reconnaît que les seules personnes qui ne sont pas prudentes en interagissant avec lui sont Maître Melville et Maître Daria. Pendant ce temps, Maître Melville écoute l'explication de Blaine et dit que c'est tout simplement ridicule. Daria sent la colère de Russell et lui dit de ne pas s'impliquer car elle s'en occupera. Soudain, Russell informe le maître de la Tour Rouge qu'il aimerait lui demander quelque chose, contre l'instruction de Daria. Blaine se retourne et Russell lui demande s'il peut assumer la responsabilité de ce qu'il vient de dire. Maître Blaine lui demande ce qu'il entend par responsabilité et Russell lui demande s'il peut assumer la responsabilité d'avoir insulté la maison de Raymond. Maître Daria arrête Russell et lui dit que ce n'est pas le moment. Pendant ce temps, Blaine ricane et fait remarquer que l'honneur d'une famille déchue n'a aucune valeur. Il dit à Russell d'être reconnaissant que Daria soit son maître. Il dit que si elle ne l'était pas, il se serait arraché la langue et l'aurait transformé en exemple pour tous les autres mages arrogants et impudents. Soudain, quelqu'un entre et mentionne au maître de la Tour Rouge qu'il agit de plus en plus royalement chaque fois qu'elle le voit. Elle fait remarquer qu'on pourrait le prendre pour Sa Majesté, le roi lui-même. Tout le monde se retourne, choqué de voir qui entre. L'intrus est Hécate Ratmos, la princesse du royaume. Les maîtres s'inclinent promptement pour saluer la princesse. Blaine s'incline également pour la saluer, mais se demande pourquoi la princesse est ici. La princesse Hécate dit qu'elle écoutait de l'extérieur et qu'elle pense que le maître de la Tour Rouge a raison. Elle dit que si quelqu'un a une dette, il doit la rembourser. Mademoiselle Daria essaie d'intervenir, mais la princesse dit qu'il y a un mais. La princesse Hécate dit que pour que la personne rembourse, elle doit avoir la possibilité de le faire. Enfin, elle leur annonce qu'elle ordonne que la tour de la lance et la tour de la flamme agissent comme gardiennes avec la tour rouge. Blaine entend son verdict et il est surpris. La princesse Hécate lui sourit simplement. Blaine réagit et rappelle à son Altesse que ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. La princesse Hécate appelle Nicolo et lui demande qui est le plus grand mécène de l'excavation. Maître Nicolo mentionne qu'elle est la grande mécène. La princesse sourit et dit qu'ils vont continuer comme elle l'a dit. Après avoir fait sa déclaration, elle quitte la pièce. Blaine la regarde et sourit maladroitement. Nicolo calme rapidement tout le monde et annonce que le prochain point à l'ordre du jour est le calendrier des fouilles. Russell semble stupéfait par tout ce qui vient de se passer et pense à la princesse Hécate. Après la réunion, Blaine pense que c'était sa chance de mettre fin à la famille Raymond, mais il n'arrive pas à croire que la princesse est intervenue. Soudain, Géron remarque quelque chose sur la voie de leur carrosse et il saute sur le toit, brandissant une épée cramoisie. Le conducteur de la diligence s'arrête brusquement lorsqu'il atteint quelqu'un qui bloque leur chemin. Maître Blaine descend et dit à Daria qu'il voit qu'elle n'a toujours pas de manière. Daria sourit simplement et dit qu'il n'est pas le seul à manquer de manière. Soudain, Géron pointe son épée vers le cou de Daria. Elle lui sourit et lui demande s'il pense que son épée suffit. Géron la regarde, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire. Maître Blaine s'avance et dit à Géron de ranger son arme. Géron est surpris par le changement de ton de son maître. Alors il s'incline et s'en va. Blaine dit à Daria que, la connaissant, il sait qu'elle n'est pas là pour des excuses, alors il lui demande ce qu'elle veut dire. Daria dit qu'elle veut parler d'Alex Raymond et Blaine semble surpris. Elle lui demande s'il a aussi été témoin de la mort d'Alex et il lui dit qu'il ne l'a pas vraiment vu. Mademoiselle Daria dit que c'est dommage car elle essaie de comprendre les causes de sa mort et a pensé qu'elle lui demanderait juste au cas où. Blaine commente qu'il ne croit pas qu'elle irait à de telles longueurs et demande si elle connaissait le défunt Raymond. Daria réplique avec colère que c'est une affaire concernant son plus jeune disciple et les affaires d'un disciple sont les affaires de leur maître. Elle ajoute qu'elle essaie simplement d'aider son disciple à régler un compte et qu'elle va trouver celui qui a été responsable de sa mort. Elle frappe immédiatement son bâton sur le sol et disparaît, laissant les hommes surpris. Maître Blaine ordonne au cavalier de faire demi-tour avec la calèche et de se diriger vers le manoir de l'archiduc. Il dit qu'il y a quelque chose là-bas qu'il doit vérifier. Pendant ce temps, dans le manoir de l'archiduc, un crâne est placé dans une pièce sombre avec une inscription hérétique sur le front. Soudain, le squelette prend vie et ses yeux s'illuminent. Un peu plus tard, Maître Daria demande à Russell s'il part toujours demain. Elle lui demande comment il pourra bien réussir sa mission alors qu'il est si distrait pendant son entraînement. Elle lui demande si ce que cet homme âgé a dit le dérange toujours. Russell continue son combat contre les monstres et il lui dit que non. Maître Daria l'observe attentivement et elle se rappelle que les gens l'avaient loué comme une divinité. Et maintenant, soudainement, il calomnie son défunt père en le traitant de lâche. Elle se demande s'il y a un moyen pour qu'il ne soit pas bouleversé par cela. Maître Daria descend pour lui parler. Elle lui dit que la vérité finira par apparaître et elle souhaite qu'il se concentre simplement sur marcher sur son chemin. Russell réfléchit à ce qu'elle a dit sur le fait de suivre son chemin. Enfin, il demande au maître Daria de le guider à nouveau. Le maître rit et semble satisfait de sa déclaration.
Russell réalise que ce ne sera pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui doit être parcouru. Il se dit que les enfants doivent sortir de l'ombre de leurs parents. Pendant ce temps, la princesse Hécatée sort en public et dissimule son identité. En regardant en arrière vers le palais, elle pense à quel point l'ombre de ses parents est grande. Elle se détourne de la maison et continue à explorer la ville. 3 jours plus tard, sur le mont Calvin, un portail s'ouvre depuis la tour de la flamme. Russell traverse le portail et descend sur la montagne. Il regarde le paysage de la montagne dont il a entendu parler. Soudain, il réalise à quel point il fait froid et commence à frissonner. Il agite son doigt et libère de l'énergie pour réchauffer l'atmosphère. Les gens autour sont surpris de voir que l'air s'est soudainement réchauffé. Pendant ce temps, une des personnes travaillant au centre d'excavation ressemble à la princesse. Un gars demande à Russell s'il est bien Russell Raymond de la tour flamboyante et il confirme que c'est lui. L'homme lui dit qu'ils attendent, alors il lui montre le chemin. Alors que Russell le suit, il repère plusieurs drapeaux. Il repère le drapeau de la tour jaune du chemin royal, un autre pour la tour jaune Everall et un autre pour la tour jaune Aikeos. Il se rend compte que tous les experts en magie de type Terre se sont réunis ici pour le travail. L'homme demande à Russell s'il pense que l'ampleur du travail est impressionnante. L'homme lui dit qu'ils ont même construit tout le bâtiment avec des cristaux magiques. Russell remarque à quel point le bâtiment est réfléchissant, et il dit qu'ils sont comme des miroirs. L'homme confirme son affirmation et dit « C'est pourquoi ils appellent les ruines le temple des miroirs ». Peu de temps après, il rencontre un vieil homme qui accueille Russell. Il se présente comme Spiegelman de la Tour Jaune, l'homme en charge de l'expédition. Russell le salue respectueusement et se présente. Russell reconnaît l'homme comme un homme talentueux qui est passé de son statut de roturier à celui d'ancien de la tour jaune du chemin royal. Il est aussi l'archéologue et l'aventurier qui a découvert plus de ruines que quiconque dans le royaume. Russell se demande s'il peut lui poser quelques questions qui lui trottent dans la tête. Soudain, Alan arrive et il reconnaît la présence de Russell. Notre garçon est ravi de le voir et il commande qu'il est venu si vite. Il se serre la main et Russell dit que c'est agréable de le rencontrer. Russell appelle Alan en plaisantant un génie diligent et lui dit que c'est de la triche. Mais Alan rit et dit qu'il veut protéger la relique mythologique. Alan dit qu'ils devront attendre l'arrivée du gardien de la Tour Rouge pour qu'ils puissent discuter de leur service et de leur mission ensemble. Monsieur Spiegelman estime qu'il est certainement rassurant d'avoir les divinités du royaume gardant le site de fouille. Il se demande aussi quel ennui il pourrait bien avoir dans ces ruines nauséabondes pour envoyer tout ce personnel là-bas. Spiegelman réfléchit profondément et il ressent que c'est un peu excessif. Pendant qu'il réfléchit, une forte explosion attire l'attention des 3 hommes dans une autre partie du site. Certains des ouvriers s'enfuient et Russell leur demande ce qui se passe. Un golem de glace émerge de l'endroit et grogne sur eux. Spiegelman le reconnaît comme un golem de cristal et Alan dit rapidement à tout le monde de courir vers un endroit sûr. Le golem de cristal devient irrité et tire plusieurs cristaux sur eux. Spiegelman protège les ouvriers des impacts avec des boucliers, mais les cristaux les transpercent et empalent les hommes. Spiegelman est choqué de voir que les boucliers n'ont eu aucune chance. Il décide d'utiliser autre chose, alors il frappe ses mains sur le sol. Ces actions font que la terre avance pour agir comme un mur entre eux et les cristaux du monstre. Spiegelman dit à tout le monde de lever un mur de terre pour bloquer les attaques. La princesse Hécate trouve un des hommes blessés et l'aide à se relever, lui disant de tenir bon. Soudain, le golem apparaît derrière la princesse et l'homme qu'elle aide. Le monstre tend sa grande main et tire des balles de cristal tandis que la princesse s'exclame en se retournant. Elle lève les mains et essaie de libérer un peu de mana pour arrêter l'assaut. Avant qu'elle ne puisse répondre, Russell vient à son secours avec sa lance flamboyante et brûle les cristaux d'un coup de son arme. La princesse est surprise de le voir, alors elle ne réagit pas. Il se tourne vers elle et lui demande si elle va bien, mais il voit quelque chose qui attire son attention. Il voit ses cheveux violets et se souvient qu'il a vu cela quelque part. Il réalise qu'elle est la princesse et l'appelle par son titre, mais Hécate semble mécontente que son identité ait été révélée. Le monstre grogne vers eux et arrête leur petite fête foraine, attirant une fois de plus l'attention de Russell. Pendant ce temps, Alan Page utilise une construction magique originale de son invention, appelée l'arc glaciaire. Il tire une flèche dans le dos du monstre, mais l'attaque ne semble pas faire grand chose à part le rendre plus en colère. Alan pense qu'il a essayé de détruire tout son torse, mais cela semble assez difficile. Soudain, le monstre est attaqué par une grande force qui le traverse en éclats. La force de l'explosion pousse Alan et Russell à se protéger. Géron apparaît et utilise l'une de ses constructions magiques originales appelée l'épée de flamme sanglante. L'impact de l'attaque brise le monstre en morceaux, surprenant tout le monde autour. Après la destruction du monstre, Géron mentionne qu'il ne pense pas être en retard. Il se présente comme Géron de la Tour Rouge. Russell ne dit rien, mais le fixe simplement. Géron le regarde également, se demandant pourquoi il le fixe. 3 jours auparavant, Géron et son maître, Blaine, sont allés dans une pièce secrète de la maison de l'archiduc. Blaine demande au crâne mystérieux des informations sur Alex Raymond. Blaine informe le crâne que Daria a commencé à enquêter sur sa mort, et il lui demande s'il a une idée à ce sujet. Le crâne réfléchit un moment et dit qu'il ne peut penser à aucune autre raison à part le fait que Blaine a ordonné sa mort. Blaine reste silencieux et regarde au loin. Le crâne lui demande ce qui ne va pas et s'il s'inquiète d'être attrapé. Blaine dit que ce n'est pas possible, mais il est juste déçu. Il parle à la personne qui parle à travers le crâne et lui rappelle que s'il s'était correctement débarrassé de Russell Raymond lors de la projection de la tour, Daria n'aurait même pas eu la chance d'avoir des doutes. Le crâne lui dit que cela s'est produit parce qu'il avait reçu de mauvaises informations selon lesquelles Russell Raymond n'était qu'un enfant. Blaine devient furieux et exige de savoir s'il le blâme. Quelqu'un entre dans la pièce et il demande à Blaine s'il l'a appelé ici juste pour regarder les deux se battre. Il s'avère que c'est l'archiduc Bismarck Rathmos. Blaine s'incline rapidement devant l'archiduc qui lui demande s'il est vrai que sa petite nièce est intervenue dans la réunion et il commande que le temps passe vite.
Blaine affirme que la princesse est intervenue et a dit qu'ils avaient prévu à l'origine de garder le nombre de gardes au minimum. L'archiduc lui dit d'aller droit au but et demande comment il compte prendre les ruines. Blaine l'informe que Géron, son disciple, rejoindra les gardes. Il dit que Géron créera une brèche dans la barrière protectrice mise en place par la tour jaune. Après cela, les hommes de main de ce païen mal élevé tendront une embuscade à l'équipe d'expédition. Par païen, il parle de qui parle derrière le crâne. L'archiduc réfléchit à ce qu'il a dit et leur rappelle que, comme ils le savent tous pour que leur plan réussisse, ils doivent soumettre les maîtres qui protègent le roi actuel. Il dit que pour couper le soutien de ces maîtres, ils ont besoin de l'article des ruines. L'archiduc sort un objet et leur demande s'ils ne pensent pas qu'ils pourraient utiliser un peu d'assurance à ce sujet. Pendant ce temps, la princesse Hécatée entraîne Russell quelque part en privé et il essaie de l'arrêter. Il la supplie de le lâcher, mais elle ne l'écoute pas. La princesse se tourne vers lui et lui dit de se taire. Elle l'informe que sa venue ici est top secrète et doit le rester à l'avenir. Elle lui demande de simplement l'ignorer et de continuer son chemin, même si cela peut être difficile à comprendre. Russell commente qu'elle doit être très attachée à ses ruines. Il dit que s'il était à sa place, il serait très déçu de ne pas les avoir vues lui-même aussi, puisqu'il s'agit de ruines de l'ère mythologique. Il lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. La princesse lui dit que sa majesté, le roi et ses ministres deviennent fous pour essayer de la garder tranquille, mais il ne semble pas si inquiet pour elle. Russell répond qu'il a eu un aperçu de son aura juste avant de venir la sauver. Il dit avec excitation qu'elle a un pouvoir si monstrueux que même la plupart des chevaliers ne peuvent pas gérer, alors il pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La princesse est choquée de l'entendre appeler son pouvoir monstrueux, alors elle libère un peu de mana dans sa main et tapote sa tête. Russell reste là avec une bosse sur la tête. La princesse lui dit qu'elle va y aller et les encourage à faire de leur mieux. En partant, elle pense qu'il a un bon caractère, mais qu'il est encore totalement enfantin. Pendant ce temps, Russell se souvient qu'il aurait dû lui demander le cœur du dragon, que le système lui avait dit de sécuriser en échange de fermer les yeux. Il se demande comment il a pu oublier et dit qu'il est idiot. Pendant ce temps, l'aîné Spiegelman guide les magiciens de la Terre pour détruire une barrière menant à une entrée des ruines. Russell apparaît bientôt et s'excuse auprès d'Alan pour son retard. Il remarque que les hommes ont du mal à briser la barrière et demande pourquoi les sorts magiques ne fonctionnent pas du tout. Alan lui explique qu'il s'agit d'une perturbation spatiale, l'une des barrières protectrices les plus puissantes au monde. Peu importe à quel point les hommes essaient, la barrière ne cède pas. Les hommes grognent en réalisant que leurs efforts ne fonctionnent pas. Monsieur Spiegelman jure avec colère et se demande pourquoi il y a une perturbation spatiale maintenant, de tous les moments, alors qu'ils ont finalement trouvé la porte des ruines. Pendant ce temps, Géron reste en arrière et ne dit rien. Géron raisonne qu'il doit envoyer un rapport à l'archiduc. Plus tard, l'ancien Spiegelman est choqué d'apprendre qu'il existe un moyen de franchir la barrière. Alan l'informe qu'avec la relique de l'ère des dieux en possession de la tour de la lance, ils peuvent pénétrer la barrière et passer à travers. Monsieur Spiegelman dit qu'il doute qu'ils abandonnent quelque chose d'aussi précieux si facilement, et Alan dit qu'il prévoit d'y aller personnellement pour le demander. Monsieur Spiegelman attrape sa main pour le remercier. Il lui dit que s'il parvient à résoudre ce problème cette fois-ci, il promet de le rembourser pour le service en tant que représentant de la Tour Jaune. Alan sourit simplement et dit qu'il essaiera de revenir dès qu'il le pourra. Alan va rencontrer les autres mages et leur dit que, bien que ce soit contre sa volonté, il leur est redevable de l'avoir couvert lorsqu'il part. Russell dit que ce n'est pas le cas et l'assure que tout ira bien. Jarun ne dit rien, mais raisonne qu'avec Alan Page parti, cela ne laisse qu'un seul mage de guerre ici, et c'est Russell. Russell informe soudainement Jarun qu'il aimerait discuter des rotations de service avec lui pour la nuit d'aujourd'hui. Jarun sourit et dit à Russell qu'il ira d'abord. Il se retourne et informe les autres qu'il est fatigué, donc il ira en premier. Russell raisonne qu'il a un sourire si effrayant. Plus tard dans la nuit, quelques magiciens de la Tour Jaune s'assoient à une extrémité du bouclier pour garder le site. Pendant qu'ils se réchauffent près d'un feu, ils aperçoivent des intrus qui sont des hommes de main des païens à l'extérieur du bouclier. Les hommes leur ordonnent de s'arrêter là où ils sont car cet endroit est sous la juridiction de la Tour Jaune. Ils sont soudainement transpercés par des éclats cramoisis et hurlent de douleur. Devant eux, Jarun, qui est un agent infiltré, utilise sa magie pour les achever. Il se dirige vers le bouclier et crée une ouverture pour laisser entrer les hommes de main. En entrant, il les informe qu'il y a eu un changement de plan. Il les informe qu'une perturbation spatiale est apparue dans la zone où les ruines sont gardées. Il dit qu'Alan Page se dirige vers la tour de la lance pour apporter l'artefact qui peut le décomposer. Le gars masqué admet que les hommes de main prennent une bouffée de l'odeur des cadavres brûlants et dit que c'est délicieusement horrible. Jarun continue en disant que pour faire chanter Alan, ils doivent simplement prendre Spiegelman en otage. Le type masqué lui demande à propos du gars qu'on appelle la divinité de la tour de la flamme et dit que l'enlèvement c'est nul. Jarun leur dit de le tuer. Il leur rappelle qu'il ne tolérera pas d'erreur comme la dernière fois. Un très grand gars en armure de chevalier admet que les hommes de main s'approchent de lui et disent « ça fait beaucoup de râlerie pour un spectateur » en parlant de Jarun. Jarun devient en colère et on dirait qu'ils sont sur le point de se battre. Le gars masqué arrête le grand gars et leur dit qu'ils sont du même côté et qu'ils ne peuvent pas faire ça. Le gars masqué ajoute que Jarun est l'enfant illégitime chéri de Sir Blaine, donc il ne peut pas être blessé. Jarun entend ce qu'il dit et se met en colère. Il sort son épée et poignarde le gars, mais le gars masqué crée un portail devant lui pour dévier l'attaque. Jarun lui demande avec colère ce qu'il a dit, et le gars masqué dit qu'il faisait juste une blague. Il dit à Jarun de se calmer et de s'ouvrir un peu son cœur. Pendant ce temps, les autres hommes de main créent un cercle magique pour lancer un sort païen. Peu après, des monstres horribles sortent du cercle après que le sort a été lancé. Le type masqué s'éloigne et informe Jarun que même s'il n'y a aucune chance que cela se produise, il devrait oublier d'utiliser l'objet que l'archiduc lui a donné si les choses tournent mal. Jarun le regarde juste et reste silencieux. Il se rappelle une conversation avec Maître Blaine qui lui rappelle qu'après la fin de la mission, il doit vivre comme un fantôme jusqu'au jour où l'archiduc montera sur le trône.
Blaine lui rappelle qu'il ne doit y avoir aucun survivant de l'expédition. Jayran lui demande s'il peut utiliser l'objet que l'archiduc lui a donné si les choses tournent mal. Pendant un moment, Blaine reste silencieux et le regarde simplement. Enfin, il demande à Jaran s'il ne veut pas être reconnu par lui. Il dit au garçon qu'il va simplement bien mener la mission et s'assurer que rien ne tourne mal, quoi qu'il en coûte. De retour au présent, Jarun décide de faire ce que son maître désire. Alors qu'il regarde les monstres enflammés sortir, il décide qu'il deviendra un fantôme après la fin de la mission. Il dit qu'il ne deviendra pas seulement un fantôme, mais un qui répand la peur et le désespoir. Pendant ce temps, Russell va parler à l'ancien Spiegelman de ces questions. Monsieur Spiegelman confirme s'il parle d'un dragon à plusieurs cornes. Il demande à Russell pourquoi il lui demande ça tout à coup. Russell mentionne qu'il a vu un dragon pendant sa mission, et cela a attiré son attention car c'était inhabituel. Monsieur Spiegelman lui dit que même lui ne peut pas donner de réponse précise. Russell a l'air abattu et demande si c'est vraiment le cas. Soudain, l'ancien Spiegelman lui dit qu'il y a une entité qui lui vient à l'esprit. Il informe Russell sur quelque chose appelé le roi dragon divin. Russell se demande ce qu'est le roi dragon divin et se demande s'il existe une telle chose. L'ancien Spiegelman dit que cependant, en raison du manque de documents historiques, on sait très peu de choses sur ses réalisations. Il dit qu'on dit que cela a élevé ceux qui sont dignes d'affronter un grand mal. Russell se souvient de l'image qu'il a vue du guerrier aux cheveux noirs. Soudain, Pepper apparaît au-dessus de sa tête, surprenant Russell. L'aîné Spiegelman voit Pepper et est surpris de voir que Russell peut aussi invoquer des esprits. Pepper les ignore complètement et se dirige simplement vers la porte. Il se tient devant la porte de la tente et grogne à quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Soudain, quelque chose commence à pousser contre la couverture de la tente. Il s'avère que ce sont les bêtes ardentes invoquées par l'homme de main. Russell et l'aîné Spiegelman sont choqués de voir le monstre. Le monstre semble avoir plusieurs furoncles sur son corps et ceux-ci libèrent de grandes explosions dans la tente. Pendant ce temps, les magiciens de la tour jaune à l'extérieur crient qu'ils sont attaqués. Le grand chevalier s'avance vers eux et les magiciens le voient. Ils décident de s'unir pour vaincre l'ennemi ensemble. Étrangement, le chevalier ne bouge pas d'un pouce pendant qu'il dirige des attaques magiques de terre contre lui. Après qu'ils aient terminé leur attaque, ils ricanent et qualifient leurs compétences de pathétiques. Les magiciens sont choqués qu'il aille encore bien après qu'ils l'aient frappé avec leurs attaques, et ils ont l'air horrifiés. Le grand gars décide de leur rendre l'appareil en les frappant avec son grand marteau. Il frappe le sol avec son marteau et brise le sol sous lui. Le marteau émet une lumière violette foncée qui rampe le long de la terre et consume les hommes, qui crient de terreur. Pendant ce temps, le gars masqué croise également quelques magiciens de la terre de la tour jaune. Il se tient simplement les mains derrière le dos alors qu'ils essaient de l'attaquer. Les hommes se prennent la main et tirent des flèches de terre sur lui. Le gars masqué soupire simplement et dit que leur magie est ennuyeuse. Alors, il crée des portails magiques. Les portails absorbent les flèches de terre tirées sur lui et un autre portail apparaît derrière les hommes. Soudain, ils remarquent le portail derrière eux, mais c'est trop tard car leurs flèches passent à travers le portail et les frappent dans le dos. Ils hurlent de douleur alors qu'ils sont tués par leurs propres attaques. Le gars masqué passe devant leur cadavre et entre dans le camp. Il s'arrête un instant et se demande où pourrait être le vieil homme Spiegelman. Pendant ce temps, Russell se protège et protège l'aîné Spiegelman de l'impact de l'explosion en utilisant un bouclier. L'aîné Spiegelman demande avec colère qui pourrait bien être ces gens fous qui oseraient attaquer le site de fouille d'Endymion. Russell enlève le bouclier et il reconnaît le monstre comme un mort vivant. Russell informe l'Elder Spiegelman que ceux qui utilisent les morts comme des armes ne peuvent être qu'une seule chose. L'Elder Spiegelman demande s'ils sont des adeptes d'une secte, et Russell s'excuse simplement en disant qu'il doit aller protéger quelqu'un d'important. En partant, il dit à l'Elder de le rejoindre à l'avant des ruines, ce qui surprend Spiegelman. L'Elder Spiegelman regarde Russell partir avec confusion et se demande si la personne est plus importante que lui. Pendant ce temps, la princesse Hécate se bat contre un monstre qui se rapproche d'elle. Elle l'attaque avec une hache magique et se demande d'où viennent soudainement ces choses. Le monstre tombe au sol après qu'elle lui ait coupé la tête. La princesse informe les autres travailleurs que tout le monde est en sécurité et leur demande de la suivre. Ils se précipitent pour la rejoindre, mais ils rencontrent quelqu'un sur la piste qui les arrête. La princesse Hécate aperçoit également l'étranger et devient alerte. Juste devant eux se trouve le grand chevalier qui en avait tué plusieurs plus tôt. La princesse se précipite vers le chevalier et envisage de le renverser d'un seul coup. Elle saute par-dessus lui et le frappe à la tête avec l'arme imprégnée de mana. En atterrissant sur le sol, elle s'attend à ce qu'il tombe et meure. Le chevalier la regarde juste, et la princesse est choquée qu'il ait pu survivre à ça. Le monstre la regarde et lui demande qui elle est, mais elle ne répond pas. Elle souhaite avoir une épée correcte pour se battre, car cela serait utile. La princesse raisonne qu'elle ne peut pas perdre son élan ici pour le bien des gens en danger. Elle se dit qu'elle est Hécate Ratmos, la princesse du royaume d'Endymion, et qu'elle protégera son peuple. Elle libère soudainement une explosion de mana et se prépare à affronter le monstre. Le grand gars se prépare à se battre et dit que cela promet d'être un combat intéressant. Russell apparaît soudainement et dit au grand gars qu'il va rendre ça plus amusant. Il apparaît dans une flamme de feu et frappe le gars avec une attaque de lance flamboyante dans la poitrine. L'attaque projette le chevalier en arrière et l'envoie culbuter contre un rocher. Russell regarde la princesse et lui demande si elle va bien. Il l'appelle par erreur princesse, puis la désigne comme membre de l'équipage pour préserver sa couverture. La princesse le regarde avec colère pour avoir fait l'erreur, et Russell grimace. De la fumée, le grand type dit qu'il semble être le célèbre guerrier qui utilise la lance des flammes. Il se relève et reconnaît Russell comme le saint de la tour de la flamme. Russell se retourne vers le grand gars et dit à la princesse qu'il s'en occupera. Il lui demande de conduire les gens à l'entrée des ruines, car ils ont prévu de se regrouper là-bas avec l'ancien. En attendant, l'aîné Spiegelman rassemble quelques travailleurs et essaie de les mettre en sécurité.
La princesse Hécate demande à Russell s'il est sûr de pouvoir gérer cela seul. Il se retourne et lui rappelle qu'elle a dit qu'elle lui donnerait une chance de rembourser sa dette. La princesse sourit en entendant cela, alors elle rassemble les gens et l'informe qu'elle lui laisse la tâche. Le grand bonhomme annonce à Russell que cela aurait été plus amusant si tous les deux l'avaient combattu ensemble. Et Russell lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il ne se bat pas seul. Le gars le fixe simplement et se demande de quoi il parle. Soudain, Pepper se précipite vers lui avec un jet de feu dans la bouche. L'explosion qui en résulte est énorme et elle surprend le grand guerrier. Russell utilise la distraction pour créer une arme qui combine la surchauffe avec sa lance de feu et ajoute la formule explosive. L'homme sort du feu et rappelle à Russell que ses tours ne fonctionneront pas sur lui. Il lève son marteau violet foncé et tente de répondre avec sa propre attaque. Avant qu'il ne puisse agir, Russell demande s'il pense que ce n'est qu'un tour, et il frappe le marteau du gars avec sa lance enflammée. Une autre explosion de feu se produit, choquant le grand guerrier. Un assaut de feu couvre tout l'endroit. Pendant ce temps, d'autres travailleurs essaient de s'échapper vers les ruines pour rencontrer l'ancien Spiegelman. En chemin, ils tombent sur quelqu'un et doivent s'arrêter. Il s'avère que c'est Geran qui se tient là et les regarde fixement. Les hommes lui demandent s'il est blessé. Il demande où il était et l'informe que des ennemis attaquent le site. Soudain, les trois hommes sont décapités d'un seul coup d'épée de Geran. Il les coupe tous et regarde leurs cadavres tomber au sol. Juste après, il regarde près de lui et voit le vieux Spiegelman se rassembler avec les ouvriers devant les ruines. Geran est choqué et se demande quel est leur plan. En regardant de plus près, il voit quelqu'un de familier parmi eux et reconnaît la personne comme étant la princesse Hécate. À proximité, une grande explosion enflammée se produit. Geran se retourne rapidement pour voir ce qui se passe, et il voit le grand guerrier encore debout après avoir été frappé par l'explosion. Soudain, le guerrier voit quelque chose qui le choque. Au sol, des morceaux de son armure tombent, et il est choqué que le maudit fer noir raffiné soit brisé. Après que des morceaux de l'armure tombent et révèlent une partie du visage de l'homme, Russell commente qu'il voit enfin son visage fier. Russell demande pourquoi il a une expression si amère, et l'homme le traite de fou arrogant. Il crie à Russell et lui dit de ne pas le sous-estimer. Russell voit les traînées violettes autour du corps de l'homme et est choqué que cet homme puisse utiliser l'aura comme un chevalier. Pendant ce temps, le gars réalise qu'il doit utiliser le cœur d'un chevalier transplanté en lui contre Russell. Le gars a deux cœurs dans sa poitrine, son cœur d'origine et le cœur du chevalier transplanté. Le grand guerrier prépare son arme et dit à Russell qu'il va le réduire en morceaux. Alors qu'il saute en avant pour frapper Russell avec son marteau, Russell saute hors du chemin pour éviter le coup. Il est surpris que le grand gars puisse bouger si vite. Le grand gars se tourne vers lui avec colère pour le poursuivre. Mais Russell sourit simplement. Russell se souvient de son combat avec Spandem et se dit que Spandem est beaucoup plus rapide que lui, donc il n'y a rien à craindre. Russell saute sur le grand guerrier et utilise une lance de feu spéciale appelée le Cutter. Il passe devant le guerrier et le coupe sur le côté avant qu'il ne s'en aperçoive. Le guerrier lève son arme pour attaquer Russell, mais il se rend vite compte qu'il a été blessé. Russell se tient derrière lui, prêt à l'achever, et dit à l'homme qu'il est temps de mettre fin à tout cela. Avant qu'il ne puisse le frapper, un portail apparaît entre eux. De l'intérieur du portail, l'eau commence soudainement à jaillir. Le courant d'eau emporte Russell et le renverse en arrière. Russell parvient à revenir au sol et se demande ce qui vient de se passer. Il regarde ses vêtements et remarque qu'ils sont trempés d'eau. Quand il regarde devant lui, il voit le type masqué et se demande s'il est responsable de ce qui vient de se passer. Le type masqué parle de l'utilité de la pression des grandes profondeurs, mais le gars lui dit juste de se taire. Russell dit qu'il ne manquera pas cette fois et qu'il se prépare à attaquer à nouveau. Il crée une autre lance de feu appelée la cyclonique. Alors que Russell se précipite vers eux avec l'attaque cyclonique, il pense qu'il est impossible pour eux de l'esquiver. Soudain, le gars masqué a une idée intéressante et crée un autre portail entre eux. Le portail mène à l'endroit où le vieux Spiegelman et les autres se rassemblent devant les ruines. Russell, qui se précipite vers eux, aperçoit le portail, mais il semble qu'il soit trop tard pour s'arrêter. Le cyclone tire dans le portail et apparaît à l'autre bout. Les ouvriers devant les ruines voient le feu brillant et se demandent ce qui se passe. La princesse Hécate, qui est aussi parmi eux, lève les yeux et se demande ce qui se passe. Soudain, une explosion de feu sort du portail et se dirige vers les gens avec Spiegelman. L'aîné Spiegelman et tous les autres lèvent les yeux horrifiés en voyant la boule de feu arriver sur eux. Russell est horrifié par la tournure des événements et n'en croit pas ses yeux. Il se dit que ce n'est pas possible, mais c'est bien le cas. L'explosion traverse le portail et se dirige vers l'endroit où les hommes se rassemblent. L'étendue de l'explosion est telle qu'elle entraîne une explosion. Quelques instants après la grande explosion qui frappe les hommes, la fumée de l'impact persiste encore. Russell arrive pour vérifier s'il y a des survivants et il est horrifié par ce qui s'est passé. Il appelle la princesse et l'ancien Spiegelman mais n'obtient pas de réponse. Soudain, une main émerge de la fumée et l'ancien lui fait signe. Russell trouve l'ancien Spiegelman parmi les décombres. Il se précipite vers lui et demande s'il va bien, mais l'aîné Spiegelman demande des nouvelles des autres. Russell se retourne et voit des cadavres, et il dit à l'aîné qu'il est désolé. Ils entendent soudainement un bruit et se retournent tous les deux pour voir qui c'est. Ils voient Geran porter la princesse inconsciente vers eux. Russell crie fort le nom de la princesse, inquiet que quelque chose lui soit arrivé. L'ancien Spiegelman est choqué de voir que la princesse Hécate est présente sur leur site. Russell découvre qu'elle est encore en vie et il remercie Dieu qu'elle soit en sécurité. Russell remercie Geran d'avoir sauvé la princesse. Geran sourit et le poignarde. Russell regarde en bas et voit l'épée de Geran dans son ventre. Il est horrifié par la vue et il commence à cracher du sang. L'aîné Spiegelman est choqué par le tournant des événements et il appelle Russell. Pepper apparaît pour attaquer Geran. Et Geran est choqué car il ne s'y attendait pas.
Avant que le dragon ne puisse l'attaquer, le sbire masqué crée un portail devant eux, et Pepper y entre. Le gars masqué dit que Pepper le dérange depuis un moment maintenant, et il l'appelle un insecte. Derrière eux, les sbires apparaissent à travers un portail. Russell commence à devenir somnolent lorsque son corps commence à perdre de la force, et il pense à Pepper. Geran se tourne vers le gars masqué et lui rappelle qu'il lui a dit de prendre Spiegelman en otage. Le gars suggère qu'il pourrait aussi le prendre en otage puisque Alan ne sait pas qu'il a fait défection. Soudain, Monsieur Spiegelman tire un coup sur Geran et lui demande comment il a osé les trahir. Le grand guerrier ordonne à Spiegelman de se taire et le fracasse au sol avec son arme. Spiegelman s'évanouit immédiatement sous le poids du marteau. L'homme masqué demande à Geran qui est la femme qu'il tient et Geran l'informe qu'il s'agit de la princesse Hécate. Il dit que l'avoir équivaut à contrôler le royaume d'Endymion. Geran dit à l'homme que ses actions stupides ont presque fait échouer la mission et l'homme rétorque que tout va bien tant que la princesse n'est pas morte. Pendant qu'il parle, Russell leur déclare qu'il ne peut pas laisser cela se produire. Il se tourne vers lui et il leur dit qu'ils ne vont pas s'en tirer. Pendant ce temps, il se lève péniblement et essaie d'arrêter le saignement. Le grand gars informe les autres qu'ils vont s'occuper de Russell, alors il marche vers lui avec son marteau. Russell utilise son anneau nuageux et invoque une brume pour couvrir la zone. Le grand type rappelle à Russell que c'est une vengeance pour ce qu'il lui a fait plus tôt et tente de le frapper. Soudain, une brume couvre la zone et le gars masqué la remarque. Alors que le grand type est sur le point de lui casser la tête, il dit avec excitation qu'il est temps pour Russell de mourir. Russell le regarde simplement et active sa draconification. Le gars remarque une soudaine explosion de feu venant de Russell, mais c'est trop tard. Une grande explosion de feu enveloppe l'endroit où Russell et l'homme se tiennent, et cela semble être la fin pour le grand gars. Le gars masqué remarque le feu et se demande si le brouillard était censé bloquer leur vision. Quelques instants plus tard, Geron et le gars masqué entendent les cris des autres hommes de main à travers la brume. Quand ils regardent de plus près, ils voient leurs cadavres sur le sol. Le gars masqué crée rapidement plusieurs portails autour de lui et il déduit que c'est probablement la raison pour laquelle ceux qui les ont précédés ont été vaincus. Il ressent une augmentation rapide du mana qui dépasse le bon sens. À travers la brume, il aperçoit une paire d'yeux brillants et se demande ce qui se passe. Soudain, Russell apparaît sous lui et l'empale avec la lance enflammée. Le type masqué regarde les yeux de dragon de Russell et lui dit qu'il est essentiellement un monstre alors qu'il commence à cracher du sang. Russell l'ignore et se débarrasse simplement de son corps blessé pour affronter son prochain adversaire. Geran laisse tomber la princesse pour rejoindre le combat car il ne peut pas se permettre de laisser des survivants afin que la mission ne soit pas un échec. Il utilise la double incantation et invoque 2 épées de flammes sanglantes. Épée en main, il demande à Russell de venir à lui. Russell le repère mais il réalise que son minuteur de dracification est sur le point de s'épuiser. Il brandit à nouveau sa lance de flamme et se prépare au combat. Russell continue de cracher du sang à cause des dommages à ses organes. Jérôme regarde sa poitrine et voit un grand trou à l'endroit où se trouvait son cœur. Il s'effondre et meurt peu après. Russell entend un bruit à proximité et se retourne. Il voit le gars masqué toujours debout et il semble guéri de ses blessures. Le gars demande à Russell s'il n'a pas pensé que c'était seulement le grand gars qui avait 2 cœurs et le traite de simplet. Le gars masqué pointe du doigt de Géron et dit qu'ils sont identiques. Russell regarde avec horreur alors qu'il voit une soudaine explosion de lumière verte là où Géron est tombé. Le gars masqué mentionne que Géron est le possesseur d'un pouvoir rivalisant avec un dragon. À la grande surprise de Russell, Géron se transforme en monstre. Le type masqué lui dit que le monstre s'appelle le cœur de chimère. Cela doit provenir de l'objet que l'archiduc lui a donné. Joran atterrit de nouveau au sol et Russell est choqué par la vue. Il remarque que l'échelle de son mana est si grande qu'elle est presque incommensurable. Joran tend la main et utilise son pouvoir pour appréhender le type masqué. Il l'étrangle et le soulève du sol. Géron lui demande s'il cachait intentionnellement ses pouvoirs juste pour qu'il utilise son cœur. Le gars rit et dit qu'il sait qu'il voulait l'utiliser. Le type masqué lui rappelle qu'il peut sauter quelques cercles grâce au cœur. Il rappelle également à Géron qu'il ne l'a pas poussé à perdre contre Russell, donc il ne peut pas être blâmé. Géron laisse tomber le gars par terre. Il lui dit qu'il a raison et qu'il doit d'abord s'occuper de quelqu'un d'autre. Jérôme tend la main et informe Russell Raymond qu'il va d'abord s'occuper de lui. Une main fantôme attrape Russell et le tire plus près. Jérôme serre la main autour de la gorge de Russell et plaisante en disant qu'il a laissé une forte impression il y a quelques instants. Il dit qu'à la fin, il n'a rien pu protéger. Il informe Russell que c'est fini et il frappe la barrière de perturbation spatiale avec sa nouvelle force. La barrière est soudainement brisée, révélant une petite ouverture vers les ruines. Le type masqué est choqué de voir que Géron a pu créer une faille dans la perturbation spatiale et pense que Géron doit s'amuser. Russell dit à Géron que ce n'est pas fini et il lance une attaque de surchauffe sur son visage. L'attaque égratigne à peine Géron, qui sourit simplement et dit qu'il a changé d'avis. Il jette Russell au loin et dit qu'il lui accordera la mort qu'il mérite. Russell est projeté dans la barrière brisée et gémit à l'impact. Jérôme l'informe qu'il ressentira la douleur de son âme déchirée en morceaux à l'intérieur de la faille de la barrière. La barrière engloutit lentement Russell jusqu'à ce qu'elle le consomme entièrement. Géron lui dit de mourir et maudit l'incompétence pendant le reste du temps qui lui reste. Russell hurle alors qu'il est projeté contre la barrière. Il continue à hurler jusqu'à ce qu'il se réveille dans un hôpital où une infirmière lui demande s'il peut l'entendre. Russell se lève en sursaut, haletant abondamment, et il lui demande où il est. L'infirmière l'informe qu'il est à l'hôpital Camelot. Russell est choqué d'apprendre qu'il est à l'hôpital et il lui demande des informations sur la bataille aux ruines. Mais l'infirmière dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit.
Il l'attrape et lui demande des informations sur la princesse et l'aîné, mais la femme semble surprise. Une autre infirmière s'approche de lui et lui demande de se calmer. L'homme lui fait savoir qu'il a été admis ici parce qu'il a soudainement montré des symptômes de crise alors qu'il nettoyait le musée du Louvrium. Russell le regarde perplexe et il demande à l'homme de quoi il parle. Russell commence à crier le nom de Pepper et demande où il est. Les infirmières le maîtrisent soudainement parce qu'elles pensent qu'il perd la tête. Russell se demande s'il est vraiment revenu à l'époque avant sa régression. Il se souvient d'être tombé dans la barrière et se dit qu'il est sûr que c'est arrivé. Soudain, un médecin apparaît derrière eux et maîtrise Russell avec une chaîne magique. Le médecin lui demande de se calmer pour qu'il puisse en discuter ailleurs. Plus tard, dans le bureau du médecin, le médecin l'informe qu'il s'est évanoui au musée et a montré des signes extrêmes d'hallucination. Russell dit qu'il n'a jamais eu d'hallucination et le médecin lui dit qu'elle comprend. Elle demande s'il a entendu parler de quelque chose appelé l'arbre des cauchemars et Russell semble perplexe. Elle dit que c'est un arbre maléfique qui trompe les gens avec les hallucinations les plus douces et les fait mourir de faim sous eux, utilisant leurs cadavres comme nutrition. Russell lui demande ce que cela a à voir avec lui. Alors elle l'informe qu'apparemment, le pollen d'un arbre cauchemardesque exposé au musée ce jour-là s'est échappé. Elle dit que de nombreuses autres personnes ont montré des signes d'hallucination à part lui. Russell est surpris. Alors elle dit que la bonne nouvelle est que le musée prendra en charge tous les frais de traitement et qu'ils offriront également un montant de compensation. Russell se demande si tout ce qui lui est arrivé était vraiment une hallucination. Le médecin lui remet le diagnostic écrit pour le remettre au représentant du musée afin de percevoir sa compensation. Le médecin s'approche et lui dit qu'il est temps de se réveiller de son rêve. Russell a toujours l'air horrifié et il se demande si tout cela était vraiment un rêve. Il est certain que ce n'est pas possible car son expérience avec Maître Daria n'était certainement pas un rêve. Plus tard, Russell se rend au manoir de Mademoiselle Daria. Il se convainc que les sensations réalistes ne peuvent pas être un rêve, mais les gardes à l'entrée lui ordonnent de s'arrêter là où il est. Russell les informe qu'il est là pour voir Mademoiselle Daria, et il se rassure en pensant que le maître le reconnaîtra. Les gardes se tournent l'un vers l'autre et se demandent qui il est. Russell prie que tout ce qu'il a vécu ne soit pas un rêve. Il informe les hommes que son nom est Russell Raymond, et qu'il était un disciple de Mademoiselle Daria. Les gardes sont surpris d'entendre cela, et l'un d'eux dit qu'il n'a jamais entendu ce nom auparavant. Un des gardes dit qu'il est clairement un fou, et ordonne à l'autre de le faire sortir d'ici. Russell se met en colère et essaie de courir à l'intérieur. Il les supplie de le laisser entrer un moment pour qu'il puisse la voir juste cette fois. Un des gardes se met en colère et le pousse au sol. Soudain, un carrosse transportant Mademoiselle Daria s'arrête et Russell voit Mademoiselle Daria. Le maître demande ce qui se passe, et le garde va s'incliner devant le maître. Il lui dit que ce type continue de dire qu'il est son disciple. Mademoiselle Daria est surprise de l'apprendre, alors elle se tourne pour voir la personne. Elle le regarde un moment et semble ne pas le reconnaître. Après une courte pause, elle lui demande si elle le connaît. Russell la regarde horrifiée. Russell fixe le maître sans voix et elle le regarde simplement en retour. Après un court instant, elle dit au cocher de continuer à avancer et Russell reste simplement sous la pluie. Plus tard, Russell s'introduit par effraction au musée Louvrion. Il se rend là où il a vu le cœur de dragon et se demande si tout ce qui s'est passé n'était qu'une hallucination causée par le pollen de l'arbre cauchemardesque. De colère, il frappe violemment la vitre de l'encadrement du cœur de dragon et dit que c'est n'importe quoi. Il prie pour que quelqu'un le réveille si ce qui se passe est un rêve, parce qu'il n'y a aucun moyen que son retour à la vie normale soit réel. Soudain, une alarme retentit dans le musée et les gardes trouvent Russell. Les gardes le maîtrisent et exigent de savoir qui il est. Le chef de la sécurité dit aux autres de le traîner dehors. Mais Russell continue de crier qu'il n'y a pas moyen que cela se produise. Après cela, Russell dit qu'il essaie de prouver que sa vie n'était pas un rêve, mais tout était inutile. Finalement, quelques années passent, et il tente désespérément de résister à une réalité complètement incompréhensible, mais les années l'ont lentement émoussé. Finalement, assis avec d'autres mercenaires, un gars lui passe un journal. Il le lit et voit Alan Page en couverture, et le journal le qualifie de plus jeune maître de la Tour de la Lance. Alors qu'il le lit, Russell raisonne qu'il n'y a aucune chance qu'une personne comme lui ait pu recevoir une chance en or de la part d'un dieu dragon au départ. Pendant ce temps, à l'académie Walker Hill, Russell effectue un petit travail de nettoyage, et il estime qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans cet endroit. Il se rappelle qu'il a vidé son esprit. Il a abandonné son ambition, et à la fin, il s'est abandonné. Russell y réfléchit et se dit que cette vie n'est pas si mal non plus. Il raisonne que cela pourrait en fait être le bon travail pour la personne qu'il est actuellement. Pendant qu'il nettoie, il entend du bruit à proximité et va enquêter. Il voit des brutes demander à un enfant nommé Spiegel ce qui lui fait penser qu'il peut agir comme il le fait, et ils lui rappellent de se connaître. Ils lui disent de ne pas penser qu'ils sont au même niveau. Russell continue de nettoyer, et il dit que cela ne le concerne pas, alors il choisit de les ignorer. L'enfant dit aux brutes que peu importe ce qu'ils disent, il va devenir un mage. Le chef des intimidateurs ricane, demandant comment quelqu'un avec un rétrécissement des veines de mana peut être si bavard. Russell les entend et est choqué. Le tyran rappelle au garçon les crimes commis par sa famille, et il dit qu'il va lui laisser une marque qu'il n'oubliera jamais. Alors que le tyran est sur le point de blesser Spiegel, Spiegel ferme les yeux et entend un bruit fort. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, il voit les tyrans évanouis sur le sol. À proximité, Russell continue de nettoyer l'environnement, et il demande pourquoi l'endroit qu'il nettoie est si sale. Spiegel comprend que c'est lui qui l'a aidé. Plus tard, Russell s'assoit sur un banc pour déjeuner. Il remarque Spiegel assis à côté de lui et lui demande pourquoi il le suit partout. Spiegel lui sourit et prétend qu'il lit simplement un livre et que le banc est un bon endroit pour se concentrer. Russell remarque quelque chose à proximité, et les brutes qui les espionnaient se cachent dans un coin. Notre gars décide de parler avec le petit garçon et il lui demande à propos de son rétrécissement de veines de mana.
Il informe l'enfant qu'il connaît quelqu'un comme lui qui fréquentait cette académie, et Spiegel lui demande ce qui lui est arrivé. Russell lui dit que le garçon a été expulsé parce qu'il ne pouvait pas dépasser ses limites, comme un déchet déterminé à être sans valeur. Il dit que pour un mage, le rétrécissement des veines de mana n'est pas différent d'un avis de décès. Russell dit que parfois, abandonner c'est du courage, mais Spiegel répond immédiatement qu'il ne peut pas faire ça. Spiegel se lève pour partir et dit qu'il ne peut pas abandonner. Russell le regarde s'éloigner et soudain, son patron l'appelle. Russell va rencontrer le chef et l'homme lui demande d'être prudent avec le garçon avec qui il traîne. Le chef mentionne qu'il pourrait avoir des ennuis si les choses tournent mal et Russell dit qu'il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le chef dit que Spiegel est le fils du commerçant que le maître de la Tour Rouge a expulsé et Russell est choqué. Cela signifie que Spiegel est lié à la famille déchue. Pendant ce temps, les païens se rassemblent devant le squelette avec lequel Maître Blaine parlait plus tôt. Le crâne annonce que le monde des gardiens touche à sa fin. Il leur ordonne de marcher jusqu'à l'académie Walker Hill et d'annoncer leur retour. Plus tard, Spiegel se rend à une rivière pour pratiquer la magie des cristaux. La quantité de mana qu'il libère est assez petite, alors il essaie d'en libérer un peu plus. Au lieu de libérer plus de mana, le cristal se casse et il se blesse à la main. Russell s'approche de lui et lui demande pourquoi il ne peut pas abandonner la voie de magicien. Spiegel se retourne, choqué, et Russell lui demande à nouveau pourquoi il n'abandonne pas. Spiegel lui dit qu'il a fait une promesse à sa mère. Russell le regarde attentivement et ne dit rien. Soudain, ils sont attaqués par les brutes de l'école. Les brutes de Spiegel portent des armes et sont heureux de les avoir trouvés. Ils disent qu'ils ont été négligents la dernière fois, mais qu'ils ne le seront pas aujourd'hui. Russell active son aura et dit à Spiegel de regarder attentivement. Il dit que c'est la seule façon pour lui de devenir mage. Spiegel est choqué de voir son aura et ils se préparent à se battre. Russell concentre son énergie dans ses mains et les frappe avec une attaque destructrice. Quelque temps plus tard, en hiver, Russell emmène Spiegel s'entraîner à la surcharge et au corps de sorcier, tout comme il l'a appris des rouleaux. Russell lui dit de courir vite parce que sa vie dépend directement de la distance de son ennemi. Ce type de magie remplace les veines de mana par un corps musclé entraîné. Contrairement à un adulte avec un corps entièrement développé, son effet sera maximisé si un enfant en pleine croissance l'utilise. Plus tard, Russell entraîne Spiegel dans certains arts martiaux et il estime que sa progression est lamentable. Russell lui demande si c'est tout ce qu'il a à offrir, alors qu'il a fait une promesse à sa mère, et Spiegel essaie de respirer correctement. Spiegel se relève et supplie de s'entraîner encore une fois. Plus tard au printemps, Spiegel participe aux études pratiques de combat magique de l'académie contre son harceleur. Le garçon tire une flèche de glace sur son adversaire et le neutralise. Le professeur annonce que Spiegel est le gagnant et le public est ravi. Un garçon est choqué qu'un garçon avec un rétrécissement de veines de mana ait gagné et une autre personne dit que l'écart de compétences était incroyable. Le tyran les maudit tous et leur dit d'attendre son retour. Spiegel a l'air heureux et regarde en arrière vers Russell. Il raisonne que grâce à son nouvel oncle, il est devenu un second cercle. Russell l'observe depuis l'ombre et sourit à sa prestation. Soudain, quelqu'un appelle le nom de Russell et il se retourne pour voir la personne. L'homme dit que cela fait longtemps et le traite d'insecte. Russell regarde de plus près et se rend compte que c'est son ancien tyran du lycée, Coma Frederick. Plus tard, Russell est sévèrement battu par les gardes de Coma et a du mal à respirer. Le responsable du nettoyage lui rappelle qu'il lui a dit de ne pas se mêler de Spiegel. Coma informe Russell qu'à cause de lui, son fils a été humilié tant de fois. Russell sourit quand il réalise que le tyran que Spiegel a battu est le fils de Coma. Il mentionne que ce n'est pas étonnant que le garçon ait fait la même bêtise que lui. Coma s'accroupit et lui signale qu'il semble ne pas être conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Il lui dit qu'il peut utiliser ses relations pour le faire expulser de l'académie, ainsi que l'enfant qu'il aime tant. Russell le fixe du regard et se met soudainement à rire, à la grande surprise de Coma. Notre gars demande s'il pense vraiment qu'il adore l'enfant. Il dit à Coma qu'il l'a juste provoqué parce que c'était amusant de le taquiner, et Coma ne sait pas quoi dire. Plus tard, Russell va rassembler ses affaires. Il se rappelle que Coma lui a ordonné de quitter l'académie immédiatement pour éviter des ennuis. En partant, il pense à Spiegel. Plus tard dans la nuit, alors que Russell s'approche de la porte, Spiegel lui tend une embuscade et lui demande où il va. Russell répond qu'il quitte cet endroit, mais Spiegel lui demande pourquoi. Notre homme serre sa main autour de sa mallette et se précipite à l'extérieur. Spiegel trouve un moyen de se mettre devant lui et lui dit de s'arrêter là où il est. Spiegel voit le visage de Russell et il est choqué. Il lui demande ce qui est arrivé à son visage et Russell lui demande ce qu'il attendait de quelqu'un comme lui. Il demande à Spiegel s'il pensait vraiment qu'il était son professeur. Russell passe devant lui et force son passage. Il dit à Spiegel de ne pas se faire d'illusions et s'éloigne. Le garçon commence à pleurer. Pendant ce temps, Coma regarde toute la scène depuis son carrosse garé à proximité. Il dit que c'est la raison pour laquelle il aime l'argent et le pouvoir, car on peut faire disparaître n'importe quoi avec cela. Il décide de quitter l'académie, mais son char s'arrête soudainement. Coma voit certains des païens devant son char et il demande comment ils osent bloquer le chemin de la maison de Frédéric. Les païens déclenchent une énorme explosion verte qui se répand dans la zone. Russell remarque que l'explosion est fait demi-tour. Quand il revient à l'académie, il la voit en flammes. Il ouvre la bouche en surprise, se demandant ce qu'il est advenu de l'académie. Pendant ce temps, le païen dirigeant l'attaque déclare que cette attaque annoncera la renaissance de leur culte dans le monde. Il ordonne aux autres de se disperser et de semer la terreur et le désespoir partout. Il leur ordonne de créer une mer de sang en combattant les étudiants. Pendant ce temps, un autre culte, utilisant le pouvoir de griffe démoniaque, se bat avec d'autres étudiants. En même temps, Spiegel tire une flèche de glace sur un des païens et le cloue contre un mur. L'homme, utilisant la griffe démoniaque, le repère et commence à ricaner. Il se tourne pour se battre et elle rit qu'une petite mouche est encore vivante. Finalement, Russell arrive, mais il se cache près d'un mur pour regarder le combat. Il voit le carnage et repère Spiegel à genoux après que l'homme s'en soit occupé. L'homme lance une autre griffe démoniaque pour l'achever et il mentionne qu'il le trouve amusant. Russell continue de regarder et se demande pourquoi Spiegel ne s'enfuit pas.
L'homme demande à Spiegel s'il a peur de la mort, et elle lui dit qu'il a gagné assez de temps pour que les autres s'enfuient, donc il est satisfait. Russell se dit qu'il peut sentir le pouvoir magique immense de l'homme. L'homme est si puissant que les professeurs n'ont pas pu le maîtriser. Il se souvient qu'il n'était capable de combattre une telle personne qu'après être devenu gardien. Il pense à sa vie actuelle et à quel point il est impuissant, alors il se demande ce qu'il peut faire. Russell se retourne et dit qu'il doit fuir, car il n'y a aucune raison de se sacrifier. L'homme traite Spiegel de lâche et lui ordonne de savoir où est sa place. Spiegel rit et l'informe qu'il sait mieux que quiconque qu'il ne peut pas gagner, mais il dit que protéger les gens est la vocation du gardien. Russell se souvient d'avoir dit la même chose et il s'arrête net. L'homme dit à Spiegel que sa façon de penser naïve va le faire tuer et qu'il continue à emmener le garçon. Avant que Spiegel ne puisse frapper, Russell poignarde l'homme avec une épée. L'homme riposte et frappe Russell avec une attaque de griffes démoniaque. Il l'appelle un insecte et lui demande comment il ose l'attaquer. Spiegel profite de la distraction et utilise un éclair de glace de 3e cercle magique. Il tire l'éclair sur l'homme et le cloue au mur. Russell attrape rapidement une lance à proximité et se précipite vers le type pour l'empaler contre le mur. Notre gars se précipite vers l'homme et le poignarde au cou. Après l'avoir poignardé, il s'accroupit, fatigué par toute la perte de sang après que l'homme l'ait coupé au torse. Spiegel se précipite aux côtés de Russell et remarque la coupure. Il essaie d'arrêter le saignement, mais il réalise que le sang ne s'arrêtera pas. Russell lui dit de partir rapidement car d'autres viendront bientôt par ici. Spiegel dit qu'il ne peut pas partir seul, mais Russell lui met la main sur l'épaule. Il demande à Spiegel s'il va le transformer en un professeur qui ne peut même pas protéger un de ses disciples. Spiegel est choqué d'entendre Russell l'appeler son disciple, et Russell lui demande de partir et de s'en sortir vivant pour qu'il puisse devenir un gardien. Notre gars lui sourit et mentionne que ça ne fera pas de mal de tenir une promesse de plus. Spiegel commence à pleurer et il dit à Russell qu'il promet de devenir un gardien et l'appelle maître. Après que Spiegel s'enfuit, Russell pense à quel point Spiegel ressemble à son rêve perdu, comme le courage qu'il a abandonné, et c'est pourquoi il le détestait. Plus tard, certains des autres membres des Pagans viennent dans cette direction, et Russell leur dit d'arrêter. Russell se rappelle que c'était la même raison pour laquelle il aimait aussi Spiegel. Le païen traite Russell de déchet et dit que même la magie de cercle 2 serait un gaspillage pour lui. Russell sourit et dit à Spiegel dans sa tête que grâce à lui, il a pu vivre. Russell saute vers les deux hommes et il décide d'utiliser une magie qui peut être apprise avec un principe qui ne tient pas compte du niveau de son cercle. Il utilise le clignotement et apparaît devant le gars avec sa lance. Le païen est surpris et Russell enfonce sa lance dans lui. L'homme réagit rapidement avec une décharge d'énergie. Une énorme explosion s'ensuit et Russell se dit intérieurement que Spiegel doit s'en sortir vivant. Soudain, Russell apparaît dans une autre dimension. Il entend quelqu'un lui dire qu'il est temps qu'il parte, il regarde son corps et se demande où il est. Un homme étrange s'approche de lui et lui demande s'il est finalement réveillé. L'homme lui demande comment était le monde dans lequel il se trouvait. Russell l'informe qu'il a perdu son rêve auquel il s'accrochait avec persistance, mais qu'il l'a retrouvé et protégé. Soudain, quelqu'un apparaît devant lui, ce qui le choque. Il voit Spiegel dans cette dimension et lui demande s'il n'a pas pu s'enfuir. Russell se précipite pour le rencontrer, mais il est arrêté par un mur transparent. Russell frappe le mur désespérément et réalise qu'en fin de compte, il n'a pas pu protéger quoi que ce soit. L'homme derrière lui l'informe qu'il se trompe. L'homme appelle son nom et l'appelle l'héritier du pouvoir du dragon. Russell se tourne vers l'homme et lui demande qui il est. L'homme lui dit qu'il est le maître de ce monde méchant. Il a dit que ces gens l'appellent par un autre nom. Il dit à Russell qu'il s'appelle le Temple des Miroirs. Russell le regarde avec stupeur et se demande pourquoi il porte ce nom. L'homme explique que cet endroit reflète les peurs les plus profondes de son cœur. Il dit que dans son cas, sa plus grande peur est l'incapacité. Il lui rappelle quand il se disait qu'il n'est qu'un magicien de 3e ordre et il se demande toujours pourquoi un tel pouvoir lui a été donné. Il y a aussi eu le moment où Blaine a dit qu'il avait vu son père fuir la zone de guerre, et il dit que Russell se demande toujours s'il mérite de détenir le pouvoir. Il dit que pour cette question, il a trouvé sa réponse quand il s'est dit qu'il était devenu plus fort pour devenir un protecteur et protéger plus de gens. Russell s'effondre à genoux, demandant si cette longue période était un test. L'être répond que c'était en effet le cas, et qu'il a dépassé sa propre réponse en montrant que, même sans pouvoir, il peut être un gardien en choisissant de protéger un garçon. Russell redevient jeune et voit une vision de Spiegel lui disant qu'il n'oubliera pas la promesse. Le Temple des Miroirs l'informe que le garçon devant lui n'est pas une illusion, mais le courage le plus pur qu'il a protégé et qu'il doit continuer à protéger. L'être l'appelle successeur et déclare qu'il accomplira son serment de longue date. L'homme retire son masque et dit qu'il y aura une nouvelle lumière. Lorsqu'il enlève son masque, il se transforme en Spiegel et informe Russell qu'il est temps d'avancer. Soudain, un autre écran apparaît et informe Russell qu'il absorbe du sang de dragon pour reconstruire son corps. On lui dit qu'il a obtenu le premier masque doré. Pendant ce temps, Geran dit à Alan que sa performance est assez impressionnante. Il demande à Alan comment il s'appelait déjà, et Alan, qui a été gravement blessé, s'excuse auprès de la princesse de ne pas avoir pu la sauver. Le gars masqué mentionne qu'il a beaucoup entendu parler d'un génie, mais la capacité d'Alan à comprendre immédiatement la situation à son retour et à agir uniquement sur la base d'informations limitées était un mouvement valide. Il dit qu'il était surpris qu'Alan ait même utilisé l'artefact comme appât pour essayer de sauver la princesse. Geran dit que tout cela n'a pas d'importance car rien n'a changé. Le gars masqué devient impatient et dit à Geran d'arrêter de faire l'imbécile pour qu'il puisse passer aux choses sérieuses. Geran vole vers la barrière avec l'artefact qu'Alan a apporté pour la briser. Avec l'artefact en main, une machine magique apparaît dans le ciel qui peut briser la barrière. Monsieur Spiegelman reconnaît l'artefact comme l'artefact des divins. La princesse se demande si l'artefact peut être bloqué. Geran conclut qu'une fois qu'il trouvera l'objet, il ne le remettra à aucun de ses scélérats, se référant à l'archiduc ou au païen.
Il dit qu'il prouvera au monde qu'il leur est supérieur. Jeron demande à l'artefact de percer la barrière. L'engin tire un coup sur la barrière, mais l'impact est soudainement arrêté lorsqu'une main sort de la faille. Le poids de l'énergie qui sort de la faille brise le dispositif. Jeran regarde avec confusion alors que le dispositif est détruit. Les autres spectateurs sont également choqués que l'artefact des divins ait été facilement bloqué. Alan remarque aussi que le dispositif a été bloqué et il voit quelqu'un là-bas. Soudainement, Russell sort de la barrière avec la lance de feu dans sa main. Le type masqué et Joran voient le masque sur lui et se demandent si cela pourrait être ce qu'ils cherchent. Russell vole vers le type masqué et tente de l'attaquer. Le gars crée rapidement un portail pour bloquer l'attaque. Russell essaie de le couper avec l'arme, mais elle est arrêtée par le portail. Soudain, quelque chose d'inhabituel se produit qui choque le gars masqué. Russell parvient à couper à travers le portail et met l'homme hors d'état de nuire. Après en avoir fini avec lui, Russell s'en va d'un bond et même Jeran est choqué que quelqu'un puisse couper à travers un portail. Russell va détacher Monsieur Spiegelman et la princesse et essaie de communiquer avec eux. Quand il les détache, Monsieur Spiegelman lui demande ce qu'il a dit puisqu'il ne pouvait pas l'entendre à cause du masque. Russell enlève le masque et dit qu'il est soulagé qu'il soit en sécurité. Spiegelman et la princesse sont tous deux choqués de voir que c'est Russell, et ils lui demandent comment il a réussi. Alan sourit et conclut qu'il semble que le pari de son maître ne sera pas facile. La princesse tend la main à Russell et lui dit qu'elle est contente qu'il soit revenu vivant. Russell lui attrape la main et l'arrête quand il voit Jeron avancer vers eux. Il suggère qu'ils peuvent parler des détails plus tard car il doit gérer cela. Jeron s'approche et traite Russell d'inférieur, disant qu'il devient une gêne. Il informe Russell que son retour ne change rien. Il dit qu'il va le tuer et prendre l'artefact pour lui-même. Quelques instants plus tard, une grande explosion se produit dans les airs alors que Russell s'envole pour affronter Jeron. Jeron insiste sur le fait que le masque lui appartient. Russell demande si Blaine a tout planifié, mais Jeron lui dit de se taire. Russell vole dans le ciel et se téléporte derrière lui. Il lui demande d'arrêter immédiatement et d'admettre qu'il est l'ombre de Blaine. Russell le frappe avec la lance flamboyante, le projetant à des centaines de pieds au sol. L'impact est si fort que Jeron continue de voler d'un endroit à l'autre. Russell redescend pour le rejoindre. Jeron répond que la vérité est simple et qu'il n'est pas l'ombre de Blaine. Il lance l'un de ses constructeurs magiques originaux appelé le Gramr. Jeron frappe le sol avec son épée et une grande puissance explosive déchire la terre vers Russell. L'explosion provoque une fumée qui recouvre toute la zone pendant un court instant. Après la dissipation de la fumée, Russell semble indemne, mais il brandit 2 lances de feu et est dans son mode de dragonification. Jeron déclare que s'il avait seulement le masque, Blaine deviendrait son ombre. Jeron crie que le pouvoir rend tout possible. Russell prend quelque chose de son compartiment, le sort, et dit à Jeron qu'il semble obsédé par le pouvoir. Russell sort le masque pour le mettre et dit à Jeron que le pouvoir n'est pas la chose la plus importante. Un écran apparaît devant lui et l'informe que le masque aide à penser et induit la manifestation du sang de dragon. Le système l'informe que la deuxième draconification est devenue possible et lui demande s'il souhaite utiliser le masque. Russell confirme qu'il va l'utiliser et sa deuxième transformation en dragon est activée. Une grande flamme l'entoure et Russell dit à Jeron que le courage vient avant le pouvoir. Soudain, le masque fusionne avec son visage et ses yeux ressemblant à ceux d'un dragon deviennent plus définis. Jeron ricane à ce qu'il dit et rétorque que ce sont des bêtises venant de quelqu'un qui n'est jamais tombé dans les ténèbres. Russell le regarde pendant un moment et reste silencieux. Finalement, il informe Jeron que ce n'est pas vrai. Notre garçon invoque environ 5 lances de feu et dit qu'il était dans l'obscurité aussi. Russell dit que la seule différence est qu'il a suivi la lumière. Finalement, il combine toutes les lances en une construction magique originale qu'il appelle la lance magique. Jeron appelle des conneries sur la revendication de Russell d'avoir connu la véritable obscurité. Il se précipite pour attaquer Russell et exige qu'il le prouve. Jeron lui saute dessus avec son attaque la plus forte et insiste pour qu'il prouve la lumière qu'il a suivie. Russell contre-attaque avec la lance magique. La force de la collision libère une énorme explosion qui couvre la zone. Il faut un certain temps pour que la fumée se dissipe, et tous les deux survivent à l'explosion, mais Jeron s'effondre à genoux. Il regarde sur le côté lorsqu'il ressent une douleur aiguë. Il s'avère que l'impact de la lance a arraché son bras droit, et il est choqué. Il regarde sa main sur le sol et se demande comment cela a pu arriver, alors qu'il a un cœur de chimère. Russell, toujours debout, marche vers lui pour continuer le combat. Jeron se demande pourquoi il n'arrive pas à atteindre Russell, même avec toute la puissance du cœur de chimère. Russell lui dit d'abandonner puisque c'est clair qu'il ne peut pas gagner. Ces mots provoquent Jeron, et il dit à Russell de se taire. Soudain, plusieurs autres bras poussent à la place de celui qui avait été coupé, et il déclare bruyamment qu'il ne peut pas perdre. Il libère une grande quantité de mana, mais commence à cracher du sang, car il semble avoir subi des dommages internes. Pendant ce temps, le système notifie à Russell qu'il lui reste 10 secondes pour utiliser la deuxième draconification. Russell regarde l'écran et répond à Jeron que, tout comme lui, il ne peut pas perdre non plus. Notre garçon prépare la lance magique pour porter son attaque finale dans les 10 secondes. Il attend patiemment que Jeron fasse le prochain mouvement pour pouvoir frapper. Jeron se lance sur lui et dit à Russell que c'est le moment pour lui de mourir. Russell ne bouge pas du tout et attend qu'il soit assez proche pour donner un coup décisif. Notre garçon augmente la puissance dans la lance et dirige toute l'énergie vers un point en utilisant Overheat. D'un seul coup, il pousse la lance dans Jeron qui espérait le déchiqueter. Jeron est choqué alors que la lance le transperce. L'explosion qui en résulte déchire le corps de Jeron et s'étend sur presque 1 kilomètre derrière lui. Même les rochers derrière lui ne survivent pas à l'impact du coup. La fumée couvre toute la zone et Russell attend qu'elle se dissipe. Après que la fumée se soit dissipée, Jeron, qui avait été déchiré, tousse abondamment et soutient qu'il n'est pas encore temps pour lui de partir. Alors qu'il proteste, il continue à cracher du sang et son corps se brise. Peu de temps après, il abandonne et s'effondre. Dans son état déchu, il pense au pouvoir de la chimère.
Il se dit qu'il voulait devenir un dragon, mais qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors que la lumière s'éteint dans ses yeux, il se demande si c'est son destin. Soudainement, une montagne volcanique proche est déclenchée par l'explosion qui avait eu lieu plus tôt. Russell regarde alors que le magma jaillit de la montagne et se déverse. Pendant qu'il regarde, il entend des gens crier son nom. Il s'avère que c'est Allen, monsieur. Spiegelman est la princesse qui a survécu. Russell leur sourit et leur fait signe. Sortant de nulle part, Pepper saute sur Russell par derrière. Russell est content qu'il aille bien et Pepper rugit en chœur. Il se serre dans les bras et notre garçon remercie Dieu que Pepper soit en bonne santé tandis que Pepper pleure de joie. La princesse observe leur retrouvailles et Russell dit qu'il est temps pour eux de retourner à Endymion. Un peu plus tard, après leur départ, une personne mystérieuse apparaît et ramasse la main amputée de Géron. L'homme qui semble être avec le culte païen prend la main et entre dans un portail. Un peu plus tard, à la Cour suprême d'Endymion, les juges lisent les accusations concernant Géron, un mage de la Tour Rouge, qui a conspiré avec les païens et menacé la sécurité du royaume. Le juge lit que son enseignant, le maître de la Tour Rouge, en est également responsable. L'homme demande à l'accusé en question, Maître Blaine, de s'avancer. Le juge lui demande s'il a des objections à ce qui a été lu. Blaine dit qu'il n'en a pas et affirme qu'il n'a pas remarqué le comportement de Géron à cause de sa négligence. Blaine dit que les péchés d'un disciple sont à la charge du maître et en tant que maître de la tour, il doit assumer cette responsabilité. Pendant qu'il parle, l'archiduc Bismarck se lève et fait signe au juge. Bismarck se lève et demande au juge s'il peut dire quelque chose. Bismarck regarde tous les maîtres de tour assis à proximité pour les menacer. Il finit par dire au juge qu'il n'a pas tort, mais qu'il est également vrai que le maître de la Tour Rouge a fait d'importantes contributions pour le bien de la nation. L'archiduc suggère de conclure cela par environ 6 mois de probation. Le juge hoche la tête en signe d'acceptation. Pendant ce temps, Blaine sourit largement. Maître Daria, qui est également assise, se dit qu'ils sont tous dans le coup, mais elle ne dit rien. Elle regarde vers le roi, qui observe le procès d'en haut. Elle se dit que l'archiduc continuera de défier l'autorité de la famille royale, et elle se demande ce que Sa Majesté prévoit. Pendant ce temps, au palais, Russell change de vêtements, et Monsieur Spiegel félicite son nouveau look, tandis qu'Allen se tient à proximité. La princesse entre pour les rencontrer et dit qu'elle ne savait pas qu'ils étaient à Aula. Les trois hommes s'inclinent et saluent la princesse. La princesse Hécate leur demande de se lever et dit que c'est elle qui devrait les saluer. Elle s'incline devant eux et les remercie sincèrement de lui avoir sauvé la vie. Elle remercie particulièrement Russell et il est surpris. En sortant, elle lui fait un clin d'œil et dit qu'elle le reverra. Alors qu'elle bloque la porte de la pièce, Russell semble sur le point d'exploser et les autres hommes essaient de le ramener à la réalité. Il reprend rapidement ses esprits et se rappelle qu'il doit se concentrer. Il se dit que c'est une occasion de graver la famille Raymond dans l'esprit des gens. Après le procès, les trois hommes se rendent au palais du roi devant tout le monde. Sa Majesté les informe que leur rassemblement aujourd'hui a pour but d'honorer les chevaliers pour leur contribution. Il dit qu'ils discuteront de la contribution de chaque individu après avoir reconnu leur accomplissement collectif. Le roi annonce que Spiegelman a résisté aux païens, menaçant la sécurité du royaume. Il ordonne qu'on lui décerne 200 pièces d'or et 2 pilules d'un médicament stimulant le mana, ce que Spiegelman affirme volontiers. Le roi dit à Allen, le deuxième fils du comte Page, qu'il a vaillamment défendu contre les méchants païens qui visaient les reliques, et qu'il recevra la médaille de l'aube, Morgenrow, et le titre de baron, ce à quoi Allen accepte. Enfin, le roi se tourne vers Russell et lui demande de lever la tête. Le roi dit qu'autrefois, son père a déserté le champ de bataille, posant une menace significative à la sécurité du royaume. Il dit qu'il était naturel pour les ministres de douter de la loyauté de la famille Raymond. Russell est blessé par ces mots et la colère monte dans son cœur. Sa Majesté lui dit de le prouver ici aujourd'hui et Russell lui demande ce qu'il veut dire. Le roi l'informe que le maître de la Tour de la Flamme lui a dit qu'il avait avancé au 5e cercle. Pendant ce temps, Maître Daria observe les événements et dit en elle-même que plus les ténèbres sont profondes, plus la lumière est brillante. Sa Majesté dit à Russell qu'avec de tels accomplissements, personne ne doutera de ses paroles et Blaine est choqué par ce tournant soudain des événements. Il réalise que le roi prévoit de faire de Russell un héros devant tout le monde et d'affaiblir la faction de l'archiduc. Russell se lève et projette son cercle devant tout le monde. Blaine pense que c'est un sort de magie de premier cercle qui révèle l'attribut d'une personne, mais pour ces gens qui ne connaissent rien à la magie, il n'y a pas de meilleur spectacle. Les gens regardent avec surprise, et Maître Melville remarque la projection de Russell de tous les 5 cercles. Maître Melville commente que c'est vraiment une croissance explosive, et même Olan semble impressionné. Alors que les spectateurs regardent, même Maître Nicolo est impressionné. Lorsque Russell termine sa présentation, il s'agenouille à nouveau et le roi dit qu'il pensait que son père était une fleur fanée, mais personne n'aurait pensé qu'il cachait une si belle graine. Russell répond à Sa Majesté que ses louanges sont trop généreuses. Le roi annonce à tout le monde autour que concernant le cas spécial de la famille Raymond, il élève son titre à compte. Il dit en outre qu'avec une récompense de mérite militaire de 3e classe, il annonce qu'il accorde par la présente à Russell le droit de lever des impôts sur 10 000 foyers dans la ville voisine. Et Russell affirme ses ordres. Après que le roi ait fini ses déclarations, il pose une main sur l'épaule de Russell et lui demande chaleureusement de se lever. Quand Russell se lève, le roi le remercie d'avoir sauvé sa fille. Il dit qu'il ne parle pas en tant que roi, mais en tant que père. Sa Majesté mentionne qu'il souhaite le récompenser et demande s'il y a quelque chose qu'il désire. Russell y réfléchit et dit au roi ce qu'il veut. Plus tard, chez lui, Russell se souvient qu'il était inquiet de savoir comment il obtiendrait ce qu'il avait demandé, mais les choses semblent s'être bien passées. Il regarde le cœur de dragon qu'il a demandé et considère à quel point il semble flétri. Bien qu'il ait l'air laid, il montrera sa véritable forme lorsqu'il sera infusé de pouvoirs magiques. Il espère pouvoir le gérer et commence à libérer du mana dans le cœur.
Soudain, quelque chose de choquant se produit et Russell crie. Le cœur explose soudainement en morceaux et libère une lumière bleu vif. Avec la lumière bleue, des éclairs apparaissent. Soudain, les morceaux du cœur de dragon se transforment en une corne entourée d'éclairs. Russell est choqué de voir cela, et soudain, un écran apparaît. L'écran l'informe que le cœur du dragon s'est révélé et qu'il a obtenu la corne du roi oublié qui contient l'essence de l'éclair. Après avoir lu le message, Russell réalise que la corne devra infuser son pouvoir en lui comme la dernière fois. Il ferme les yeux pour se préparer à l'impact, mais le klaxon libère simplement son essence en lui sans le transpercer. Russell se souvient de sa dernière expérience et dit que celle-ci est beaucoup plus supportable. Il pousse un soupir et tout son corps commence à rayonner de foudre. Il considère l'énergie puissante de l'éclair autour de lui et est surpris qu'un tiers du 5e cercle soit déjà rempli, même sans l'avoir entièrement absorbé. Un autre écran s'affiche et lui notifie qu'il a absorbé la corne du roi oublié avec l'essence de la foudre jusqu'à sa limite. Il a été informé que le mana dépassant la limite absorbable résidera en lui comme un pouvoir dormant. L'écran lui notifie également que sa compréhension intermédiaire de l'attribut de foudre a atteint sa limite et a évolué en compréhension avancée de l'attribut de foudre. Soudain, Pepper apparaît de nulle part avec un rugissement. Cette fois, il semble beaucoup plus grand, et Russell est choqué par son nouveau look. Il se demande pourquoi il a changé et demande à Pepper s'il a été affecté par la puissance de la foudre, à quoi Pepper hoche la tête. Soudain, Pepper se retourne et saute dehors. Il saute par la fenêtre et s'envole dans le ciel nocturne. Russell se précipite vers la fenêtre et l'appelle. Pepper revient bientôt à la fenêtre, et Russell se demande s'il veut qu'il monte sur son dos. Soudain, Pepper attrape Russell par les épaules et s'envole dehors. Russell est terrifié et dit à Pepper d'attendre. Il arrête soudainement de crier quand il remarque à quelle hauteur ils ont volé. Il se rend compte que Pepper n'a pas seulement grandi en taille, mais que sa capacité à voler s'est beaucoup améliorée. Russell dit à Pepper que grandir signifie qu'il sera plus facile à repérer, mais Pepper lui fait signe de ne pas s'inquiéter. Soudain, il lâche Russell et se transforme en flamme. La flamme devient des ailes qui se joignent à Russell, lui permettant de voler. Notre garçon commande qu'il a maintenant des ailes rapides, faites de flammes spirituelles. Il demande à Pepper s'il devrait appeler cela des ailes spirituelles, ce à quoi Pepper rugit avec enthousiasme. Russell considère le fait qu'il a obtenu l'essence de foudre de Kinghorn, un mana du 5e cercle intermédiaire, et maintenant des ailes spirituelles. Il dit qu'il se sent capable d'affronter n'importe quel adversaire sans peur avec ce pouvoir. Entre-temps, frère Hubert se rend chez le maître lorsqu'il entend qu'elle a une mission pour lui. Maître Deria l'informe que la mission est d'escorter le comte Kimberley, l'envoyé spécial du royaume de Kayle. Elle dit que bien que la force nationale du royaume de Kayle soit faible, ils maintiennent leur position de nation neutre grâce à leur abondante production de pierres de mana. Elle ajoute qu'apparemment le marquis Jorio Kimanchi, de la faction pro-empire, a essayé d'amener l'empire là-bas. Le maître dit que plutôt que de tomber sous le contrôle des empires, le comte Kimberley a dû penser qu'il valait mieux s'allier avec eux. Plus tard, alors que Hubert sort, il pense au royaume de Kayle et se dit que cette mission ne sera pas facile. Avant qu'il ne parte, Russell l'appelle. Hubert dit à Russell que cela fait un moment, et Russell répond qu'il est content qu'il aille bien. Notre garçon lui demande s'il part pour le royaume de Kayle en ce moment, et Hubert lui demande comment il le sait. Russell demande à l'accompagner et l'informe que Maître Deria lui a donné la permission. Russell se rappelle que d'après ses souvenirs, Hubert perdra la vie lors de cette mission. Hubert semble surpris par l'offre de Russell et un écran apparaît devant lui avec une mission de revenir vivant avec Hubert du danger inconnu. Russell dit en lui-même qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher de partir, donc il doit l'accompagner. Peu après, les deux hommes se dirigent vers le royaume de Kayle et Russell utilise ses nouvelles ailes impressionnantes. Hubert l'informe qu'ils sont presque arrivés. Il dit à Russell que c'est rassurant de l'avoir à ses côtés, mais lui demande s'il a une raison de l'accompagner. Russell répond simplement qu'il veut avoir de nouvelles réalisations et que ce serait une réalisation de faire une mission avec lui. Russell vole en avant et dit qu'il ira vérifier la situation. Pendant qu'il vole, il se rappelle que l'échec de la mission conduit à la mort d'Hubert et que l'Empire s'immisce dans les affaires internes de Kayle, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que l'Empire ait été impliqué dans sa mort. Pendant qu'il vole, l'écran apparaît à nouveau et lui donne la mission d'escorter l'envoyé spécial du royaume de Kayle pour entrer dans le territoire du royaume avec des récompenses de 5 pierres de mana intermédiaires. Russell aperçoit immédiatement des hommes se battant avec les hommes du comte Kimberley, il s'approche d'eux et décide qu'il va éliminer la menace de l'Empire. Il attaque les ennemis en utilisant une compétence magique appelée canon de feu et se dit qu'il doit empêcher la mort d'Hubert de se produire. Le comte Kimberley remarque l'utilisation de la magie du 5e cercle et se demande qui est la personne. Russell descend bientôt après avoir aidé à mettre les intrus à terre. Il s'approche du comte et se présente comme un mage de la tour de flamme venu l'escorter. Le comte Kimberley s'illumine et commande qu'il est le célèbre Sir Russell. Il le remercie d'être venu et dit que des gens ont commencé à le suivre dès qu'il a quitté le château. Russell remarque des problèmes à proximité et se tourne pour enquêter. Il demande au comte de lui accorder un moment et se dirige vers l'endroit. De loin, quelqu'un sent la présence de Russell. L'homme pense que Russell est au moins du niveau de Spandom et peut-être même plus compétent. Certains des gardes du comte Kimberley ont du mal à repousser l'homme et le garde principal ordonne aux autres que le comte ne doit pas être loin. Le garde principal entoure l'homme avec les autres gardes et leur dit qu'ils doivent gagner du temps. L'homme ricane de leur détermination. Soudain, le combat reprend et il poignarde 2 des gardes à la fois. Russell regarde plus loin et aperçoit la personne qui attaque le comte. Une énorme explosion éclate soudainement à l'endroit où se déroule le combat. L'explosion détruit plusieurs arbres environnants et l'homme mystérieux se tient au milieu des arbres. Russell réalise que cet homme est celui qui a tué Hubert dans sa vie passée et il le reconnaît comme Macrae Hughes, le maître épéiste de l'Empire et l'ancien maître de Spandum. Peu après, Hubert arrive sur les lieux et rencontre Russell avec le comte. Il leur dit qu'il est heureux de voir qu'ils sont en sécurité et se présente au comte Kimberley.
Le comte se présente aussi et le remercie d'être venu aider. Hubert regarde le garde-mort et les informe que les personnes suivant le comte font partie de l'armée impériale, basée sur l'odeur qu'il a captée. Russell commente qu'il semble qu'ils n'essayaient pas de cacher leurs identités. Il dit qu'ils n'en ressentent peut-être pas le besoin ou que les choses étaient trop urgentes pour qu'ils se préoccupent de se dissimuler. Le comte est choqué par ces paroles et Russell se tourne vers lui pour confirmer. Soudain, la princesse du royaume de Kiel descend du carrosse. Elle enlève son manteau et informe Russell qu'il est aussi extraordinaire que les rumeurs le disent, car il a pu rapidement découvrir la situation. Elle se présente officiellement comme la princesse Camilla du royaume de Kiel. Alors qu'il les extrême de l'endroit, le comte explique que Marquis Comanche essaie de consolider son pouvoir en faisant épouser à son fils la princesse. Le comte Kimberley explique qu'avec le soutien de l'Empire, la brutalité de Comanche pourrait être incomparable. Kimberley demande soudainement s'il y a une raison pour laquelle ils se dépêchent autant puisqu'ils ont semé les poursuivants. Hubert lui dit qu'ils les ont poursuivis dès qu'ils ont quitté la forteresse et qu'il est sûr qu'il y a un autre groupe derrière. Russell, qui porte la princesse, pense qu'ils ont créé une certaine distance et il ne voit aucun signe d'être poursuivis. Néanmoins, il continue de ressentir un mauvais pressentiment et se demande pourquoi. Soudain, il sent quelque chose et dit à tout le monde de se baisser. Ils se penchent tous juste à temps pour éviter une attaque puissante qui balaie au-dessus de leur tête. L'attaque est si forte qu'elle coupe les arbres devant eux. L'assaut sur les arbres les enflamme et un incendie commence. Hubert dit à ses amis du royaume de Kiel de courir et leur assure qu'ils s'en occuperont. Pendant qu'ils fuient, Hugues apparaît et les deux mages se tiennent dans l'écart. Hubert voit l'homme et le reconnaît. Il se souvient que cet homme est un désastre sous forme humaine et le grand tigre de l'épée de l'Empire. Il remarque ses traits distinctifs et le reconnaît comme étant MacRae Hughes. Hughes regarde Russell et annonce qu'il doit être le célèbre disciple. Un écran rouge apparaît soudainement et informe Russell que sa mission est de revenir vivant avec Hubert du danger, avec des récompenses de 5 pierres de mana de qualité avancée et 7 pierres de mana intermédiaire. Russell se dit que la pression que l'homme émet rien qu'en les regardant est folle. Pendant ce temps, Hughes déclare qu'il lui fera payer le prix pour avoir pris la vie de son disciple. Hughes envoie soudainement une attaque onde cramoisie appelée l'épée Crémisi. Maître Hubert crée rapidement un tremblement de terre et Russell lance des doubles boucliers pour se protéger lui et Hubert des attaques de Hugues. Le bouclier déchire le sol sous les pieds-baumes de Hughes et il coupe certaines des roches avec son épée et saute pour éviter le tremblement de terre. Lorsque Hubert remarque que Hughes a évité la première attaque, il réagit rapidement avec une autre. Des mains sortent du sol et saisissent tous les membres de Hughes et Hubert ordonne à Russell d'attaquer. En une fraction de seconde, Russell se rapproche de Hughes avec sa main lance de feu. L'explosion de l'impact est si forte qu'elle envoie des rochers voler partout et bloque le champ de vision de Hubert. Russell saute en arrière pour prendre de la distance et voir ce qui est arrivé à Hughes. Depuis la fumée, Hughes dit à Russell qu'il semble qu'il n'a appris que des tours de son maître maudit en se référant à Deraya. Russell remarque que Hughes a enveloppé son corps dans une aura. Hughes pose son épée et dit qu'il va leur montrer quelque chose d'intéressant en retour. Il sort une petite épée cramoisie appelée épée fuchsia. Soudain, une énergie éclate de l'épée et transperce Hubert dans la poitrine. Hughes explique que c'est une épée fabriquée à partir des os d'un dragon et corrompue avec le sang de 10 mages. Il attrape rapidement son épée et court vers eux pour les achever, disant que c'est une épée parfaite pour combattre les mages. Russell ramasse Hubert blessé et tente de s'envoler alors que Hubert frappe l'endroit où il se trouvait juste auparavant. Alors que Russell s'envole dans le ciel, Hughes commente que ses compétences sont impressionnantes. Russell regarde autour de lui et repère des pierres qui ressemblent à des bombes incendiaires. Hughes lance une autre attaque de plusieurs vagues cramoisies sur lui et lui dit d'esquiver ça s'il le peut. Les vagues s'élèvent dans les airs vers Russell dans toutes les directions et Russell parvient à les esquiver. Pendant ce temps, Russell se dit que les pierres de bombes incendiaires devraient suffire à embrouiller Hughes. Russell dépose Hubert près d'un arbre et atterrit à nouveau sur le sol. Hughes lui demande s'il essaie de gagner du temps pour son ami qui s'est échappé plus tôt parce qu'il ne peut pas le battre. Russell ne dit rien et parle avec Hubert. Russell demande à Hubert de courir et de rejoindre la princesse et le comte quand il donnera le signal, car il prévoit de gagner du temps. Hubert lui demande s'il lui demande de le laisser là et de courir. Russell le supplie de lui faire confiance et promet de revenir avec lui. Hughes s'impatiente et leur demande s'ils ont fini de parler. Soudain, Russell génère de la foudre dans ses paumes. Avec sa nouvelle essence de foudre, il envoie une chaîne de foudre sur Hughes. Il fait un signe à Hubert et Hubert se téléporte et court dans les bois. Russell se dit que les pierres incendiaires donneront à Hubert suffisamment de temps pour s'échapper. Il se rappelle qu'il ne peut pas prendre Hughes à la légère. Alors, il ajoute un orage de son anneau nuageux à l'attaque. Russell active également la deuxième étape de sa draconification et dit qu'il va donner tout ce qu'il a. Enfin, il crée plusieurs lances de feu et lances magiques en même temps pour réussir une attaque puissante. Avec tout ce pouvoir, Russell lance une attaque explosive sur Hughes, qu'il avait électrocuté plus tôt. Hubert, qui a réussi à trouver le comte et la princesse, remarque l'explosion depuis son emplacement. L'attaque est si puissante qu'elle crée un trou de la taille d'un cratère sur place. Russell se retire et suppose que son attaque a fonctionné. Avant qu'il puisse terminer sa déclaration, Hughes dit qu'il l'a vraiment fait maintenant, et lui dit de ne pas croire qu'il mourra une mort paisible. Russell est choqué d'avoir résisté à cela, et Hughes avance pour porter une attaque. Hughes commence soudainement à lutter avec son épée et jure, se demandant ce qui ne va pas avec l'épée. Une voix surgit de nulle part et demande à Hughes comment il ose essayer de nuire au seigneur dragon avec les os d'un dragon. Russell reconnaît la voix comme celle qu'il a entendue devant le cœur de dragon. La voix traite Hughes d'humain ridicule, et le visage d'un énorme dragon apparaît derrière Russell. Russell se demande si c'est le roi dragon qui parle en son nom. Le roi dragon s'adresse à Hughes pour avoir eu l'insolence d'essayer d'utiliser des os de dragon pour nuire au seigneur dragon, se référant à Russell.
Peu après, le roi dragon informe Russell qu'il va lui transférer son pouvoir pour un moment et le supplie d'éliminer ce nuisible qui a insulté le nom des dragons. Il informe également Russell de trouver les dragons, car leur existence lui permettra de les atteindre, et il deviendra le maître et l'espoir des dragons qui restent dans ce monde. Soudain, la puissance du roi dragon traverse le corps de Russell, même s'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il est certain que ce pouvoir peut l'aider à vaincre Hughes. Peu de temps après, on voit Hughes crier après que l'une de ses mains a été amputée par notre garçon. Russell arrive pour le tuer en utilisant surchauffe et la lance de feu, mais Hughes fait soudainement pousser une main fantôme et attrape la lance de feu. Il mentionne que Russell semble l'avoir sous-estimé et avait pensé que perdre une de ses mains ferait une différence. Quand il mentionne comment le personnage principal a des yeux arrogants comme son père, Russell est surpris de savoir qu'il connaît son père. Apparemment, Hughes ne connaissait pas seulement son père, mais avait voulu lui arracher les yeux arrogants jusqu'à ce que quelqu'un le devance. Russell a l'air vraiment confus, alors Hughes lui demande pourquoi il pense seulement que c'est l'Empire qui a tué son père. Il apparaît soudainement derrière lui pour frapper, mais Russell le repère rapidement et essaie de le trancher, mais il l'esquive. Hughes réagit avec sa propre attaque rapide, et Russell saute rapidement en arrière pour éviter d'être touché. En atterrissant sur ses pieds, il ressent une douleur vive, et réalise que Hughes l'a percé sur le côté avant qu'il ne puisse se retirer. Et Hughes se moque de lui pour ne pas avoir réussi à esquiver une attaque simple. Le chevalier attaque de nouveau Russell avec sa main fantôme, et notre garçon esquive. Pendant qu'il esquive encore, Hughes arrive pour le trancher car ses mouvements sont prévisibles. Heureusement, Russell crée rapidement un bouclier juste avant que Hughes ne porte une attaque terrible. Même avec le bouclier, l'impact de l'attaque est si fort et Hughes le nargue en disant qu'il a un talent pathétique, allant même jusqu'à l'appeler un petit maladroit. Alors que Russell est encore sous le choc de l'attaque, Hughes se moque qu'il ne peut pas atteindre un niveau supérieur sans sacrifier quelque chose et qu'il est trop tôt pour un enfant comme lui. Alors qu'il s'avance pour tuer et frappe l'endroit où Russell est couché, notre garçon utilise rapidement ses ailes pour s'envoler loin de l'attaque. En s'envolant, il n'a d'autre choix que d'admettre que son adversaire est surhumain et hors norme. Pendant qu'il s'envole encore, Hughes le poursuit. Alors Russell répond en invoquant une vague de vent. La vague recouvre Hughes, mais il réussit tout de même à la traverser, ce qui surprend Russell, et le fait se demander s'il est impossible pour lui de gagner. Néanmoins, il choisit de ne pas abandonner. Il fait un autre mouvement en changeant la direction de la gravité, ce qui force Hughes à rester sur place et à essayer de ne pas flotter. Pour montrer à Hughes comment un mage se bat, Russell utilise une autre compétence magique et déclenche une explosion qui recouvre l'endroit où Hughes se tient. Il s'effondre bientôt au sol à cause de l'impact de l'explosion et regarde pour voir ce qui va se passer. Il est choqué de voir Hughes tout brûler, sortir de l'explosion et venir vers lui. Hughes se précipite vers lui et le frappe avec sa nouvelle main fantôme puisqu'il a essentiellement perdu ses deux membres maintenant. Le chevalier lui demande s'il a vraiment osé le tromper avec ses astuces mesquines et lui dit qu'il est mort. Russell réalise qu'il est dans un profond pétrin, alors il utilise l'anneau nuageux pour appeler le géant de la foudre. Après tout, Hughes lui-même avait dit que pour voler plus haut, il devait tout sacrifier, alors il décide de sacrifier son humble corps pour le détruire. La soudaine décharge d'électricité frappe le corps de Russell et projette Hughes au loin. Russell avait stimulé ses muscles avec de l'électricité et augmenté sa vitesse de manière explosive, ce qui était son atout ultime jusqu'à ce moment. Il utilise rapidement une construction originale appelée la lance de charge rapide et s'élance pour une frappe mortelle tandis que le brûlé Hughes regarde avec désespoir. Russell, quant à lui, ne montre aucun remords et transperce l'imbécile. Mais Hughes parvient à le frapper alors qu'il passe à côté de lui, le faisant cracher du sang. Il s'avère que le coup n'a pas fait grand chose à Hughes, et il rit du blessé Russell et l'assomme d'un coup de poing. Alors que Russell est enfoncé dans le sol, il prie en silence pour une autre chance. Mais quelqu'un apparaît soudainement et expulse Hughes. L'explosion est si forte qu'elle brûle quelques-uns de ses membres, et l'homme lui demande ce que ça fait de ramper par terre comme un insecte. Alors que Hughes a du mal à prononcer le nom de l'homme, celui-ci lui dit qu'il est temps de mourir et fait exploser une explosion sur lui, ne laissant derrière qu'une mare de sang. L'homme trouve également incroyable que Russell ait pu pousser Hughes à ce point tout seul. Alors que l'homme réalise que la lutte désespérée de Russell vient de changer le destin d'Endymion et de Kiel, Hubert et les autres vont l'aider à se relever. Désormais, personne ne peut douter de ses capacités, et c'est vraiment la naissance d'un héros. 10 jours après cet incident, Russell n'est pas encore complètement rétabli, malgré le fait qu'il ait utilisé Overload et son corps de sorcier. Il est clair que le mur pour devenir surhumain est assez redoutable. Si Sir Nicolo n'était pas arrivé à temps, il serait sûrement mort. Il avait pensé qu'il était devenu plus fort, mais il semble qu'il ait encore un long chemin à parcourir. Cependant, il n'arrive pas à oublier comment le roi dragon lui a dit de trouver les dragons, parce que leur existence le reliera à lui, et cela n'a pas de sens pour lui non plus. Les dragons sont connus pour être éteints cependant, donc cela soulève la question de savoir s'il reste des dragons vivants. Plus tard, alors qu'il discute avec Hubert, il lui raconte comment Hughes avait spéculé que ce n'est pas l'Empire qui était responsable de la mort de son père. Hubert pense qu'il a peut-être dit cela uniquement pour le provoquer, mais il serait sage de rester prudent pendant qu'ils enquêtent secrètement par la tour de flamme. Après avoir terminé cette discussion, Hubert l'informe que le maître était très inquiet et qu'il est heureux de voir qu'il va bien. Avant de partir, il remet à Russell une invitation au banquet royal. Quelque temps plus tard, lors du banquet, Russell se rend compte qu'il n'est pas habitué aux costumes formels et soupçonne que c'est peut-être parce qu'il porte toujours des robes. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Maître Daraya s'approche de lui et exprime sa joie de le voir en bonne santé. Elle le félicite pour ses grandes réalisations et il n'y a rien de plus gratifiant à voir pour elle en tant que son enseignante et maîtresse de la Tour des Flammes. Pendant qu'il parle, un homme nommé Gillian s'approche de Maître Daria et elle est surprise de le voir au banquet. Gillian rétorque qu'il n'a pas pu résister à voir la divinité dont tout le monde parle. Cependant, Russell le reconnaît et confirme qu'il s'agit de Sir Gillian Pearlson.
Gillian Pearson est un maître d'armes et un pratiquant d'aura superhumain qui peut manier 18 types d'armes. Et il est surpris de penser qu'un individu si fort viendrait le voir. Gillian plaisante en disant qu'il a entendu dire qu'il a donné du fil à retordre à Hughes, mais Russell avoue qu'il a simplement eu de la chance. Gillian, en revanche, croit que la chance ne sourit qu'aux habiles, et il le félicite pour avoir fait un excellent travail en tuant ce salaud, car Hughes et ses disciples sont des ordures. Soudain, Gillian touche ses muscles et dit qu'ils sont bien développés. Il demande à Russell s'il pratique aussi ses compétences de lancer de javelot, mais notre garçon dit qu'il en est encore au stade de répétition des techniques de base du javelot. Gillian répond que les bases sont importantes, mais qu'il a besoin d'un entraînement approprié pour dépasser ses limites. Il lui tend une bague et lui demande de lui apporter cette bague et de le trouver s'il a besoin de conseils. L'hospitalité de Gillian choque Russell et il demande pourquoi il lui montre une telle grâce, mais Gillian corrige en disant que ce n'est pas de la grâce, mais qu'il donne de l'engrais supplémentaire à un arbre prometteur. Le geste touche profondément Russell et il promet de le contacter. Peu de temps après, une annonce est faite que le souverain d'Endymion, Sa Majesté le Roi, est entré dans la salle. Tout le monde s'incline devant le roi qui est accompagné de la princesse Hécate. En passant devant les invités, Hécate aperçoit Russell et lui sourit, ce qui fait rougir notre dur à cuire comme un élève de 5e. Quand le roi monte sur scène, frères Hubert et Russell viennent s'agenouiller devant lui et le roi reconnaît les grandes contributions que Russell a apportées à l'alliance avec Kiel et leur récente victoire. Le roi accorde à Hubert 500 pièces d'or, 100 chevaux de qualité, et le droit de collecter les impôts de 1000 foyers dans le sud du royaume. Il accorde à Russell 3000 pièces d'or et désigne 3 villes à l'ouest du royaume comme le comté de Raymond, qu'il place sous son autorité, ce qui surprend Russell. Peu de temps après, il reçoit un document contenant les noms et emplacements des 3 villes du comté et Russell le reçoit avec honneur, heureux de posséder enfin sa propre terre, ce qui le rapproche un peu plus de la restauration de sa famille. Après avoir distribué les récompenses, ils reprennent le banquet pour célébrer la grande victoire. Alors qu'ils passent tous un bon moment, l'assistante de la princesse Hécate remarque qu'elle n'est pas contente, et Hécate désigne Russell qui est entouré par un groupe de femmes. L'assistante de la princesse remarque l'attroupement et propose à la princesse de lui demander une danse, mais Hécate dit qu'elle va attendre pour le moment. Elle dit qu'il est communément admis qu'on ne doit pas être agressif avec les jeunes hommes et que la vertu d'une femme mûre est d'attendre patiemment. Mais son assistante se demande où elle a appris cela. Soudainement, Russell s'excuse auprès du groupe de dames autour de lui et se dirige vers la princesse, puis lui demande de danser avec lui. Quand il le fait, Hécate se tourne vers son assistante et lui rappelle qu'elle avait raison après tout. Pendant qu'il danse, la princesse Hécate évoque le fait qu'il semble avoir une question à lui poser, alors il mentionne comment elle avait dit qu'elle veillerait sur lui il y a quelque temps et demande pourquoi elle a dit cela. Elle répond que c'est parce qu'il est exceptionnellement capable pour son âge et pour plusieurs autres raisons, mais la principale raison est que son visage lui plaît beaucoup. Ces mots surprennent Russell et il lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle saisit sa taille pour continuer à danser, affirmant qu'une femme ne dit pas ce genre de choses à un homme qui ne l'intéresse pas, surtout parce qu'elle n'est pas ce genre de personne. Elle lui dit qu'elle ne demande pas une réponse immédiate, mais elle espère que sa réponse sera positive. Plus tard dans la soirée, Russell sort pour réfléchir. Il connaissait sa personnalité, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui dise ces mots en face. Hécate Rathmos est la seule descendante du roi et la personne la plus proche du trône. Accepter ses sentiments serait le bon choix pour le bien de sa famille, mais il n'est pas encore sûr de ses propres sentiments. Alors qu'il réfléchit, il est soudainement approché par Sir Alan, qui s'excuse de l'interrompre, mais l'informe qu'il est venu proposer de mettre fin à leur pari. Quand il revient à la tour, il s'avère que Maître Melville avait envoyé une lettre à Maître Daria proposant de mettre fin au pari après que Russell ait convenu avec Alan de mettre fin au pari. Il s'attendait à ce qu'Alan prenne contact, mais c'était bien plus tôt que prévu. Lorsque Maître Daria lui demande ce qu'il en pense, il mentionne qu'ils n'ont pas besoin des 3 ans initialement stipulés dans le pari initial, alors ils décident de suivre leur idée. Quelque temps après, ils se réunissent tous dans l'arène de duel du Colisée, avec une barrière magique qui peut résister non seulement à la magie du 6ème cercle, mais aussi à l'aura de l'épée d'un épéiste de niveau expert. Notre garçon réfléchit à la façon dont il était un mage de 2ème cercle dans sa vie passée, et comment il n'aurait jamais pensé qu'il se tiendrait ici un jour. Master Daria déclare qu'il devrait commencer tout de suite car il n'est pas nécessaire de faire traîner les choses, et Master Melville se demande en plaisantant combien de temps elle peut maintenir son audace. La barrière est une barrière magique créée par les 2 maîtres des tours afin qu'ils n'aient pas à se soucier de détruire leur environnement et qu'ils aient la liberté de montrer leurs compétences à cœur joie. Dans la zone de duel, Russell et Alan se font face. Alan est un génie connu comme le mage parmi les mages, mais en ce moment, il y a peu de différence dans leurs compétences. Russell pense que la chose cruciale dans un match entre des adversaires similaires est de réduire la distance entre eux. Il s'avance rapidement, poussant Alan à reculer brusquement pour créer de la distance. Le style de combat de Russell lui semble être celui d'un chevalier ou d'un épéiste plutôt que d'un mage, car il paraît confiant en sa puissance de feu et sa résilience. Vraiment, la puissance de feu instantanée de la tour de flamme est plus forte que celle des tours bleues, mais Alan réagit rapidement avec une pluie de glace. Alors que les stalactites se dirigent vers Russell, il réalise qu'il n'attendait pas moins de Sir Alan, qui est connu pour avoir une vitesse d'incantation incroyable. Cependant, notre garçon réagit rapidement avec une pluie de feu pour annuler son attaque. Pendant que les maîtres regardent, Melville est impressionné que Russell ait pu copier la formule d'Alan en un instant. Une fois la fumée dissipée dans l'arène, notre garçon décide de frapper le premier, cette fois avec une autre attaque puissante appelée la foudre de feu. La foudre de feu manque de peu Alan, mais il utilise rapidement Blink et se téléporte pour éviter le coup, déjouant ainsi le plan de Russell pour combler la distance entre eux. Pour pouvoir réduire la distance, Russell décide qu'il doit arrêter les jambes de son adversaire, alors il crée rapidement un tremblement de terre avant qu'Alan ne puisse réagir, et cela surprend Sir Alan.
Le plan de Russell est de rendre difficile pour lui de maintenir la distance en le conduisant dans un coin avec ses tremblements de terre explosifs. Soudain, Sir Alan lance un sort appelé Hache de glace, et tout le sol de l'arène gèle, arrêtant les tremblements de terre qui secouaient le sol. Cela amuse Russell, mais Alan réalise qu'il est un véritable monstre. Il dit bientôt à Russell qu'il est temps d'arrêter de s'interroger mutuellement et invoque une autre pluie de glace là où se tient Russell, mais notre garçon crée rapidement un mur de feu pour se protéger. Soudain, les mains de Russell gèlent, l'empêchant de bouger correctement et de maintenir son mur de feu. Alan avait utilisé un mouvement appelé Gale Stop, qui est une magie secrète de la Tour Bleue que Maître Melville lui avait enseigné puisqu'il allait être son successeur. Alan félicite la croissance étonnante de Russell, qu'il aimerait observer davantage, mais explique que son maître l'attend, alors il doit remettre cela à plus tard. Utilisant une méthode appelée champ aqua, il inonde toute l'arène d'eau et les vagues d'eau débordent vers Russell pour le recouvrir. En voyant l'inondation arriver, il décide d'utiliser un atout qu'il n'avait pas prévu d'utiliser. Soudain, Russell déclenche une explosion, libérant une énergie cramoisie violente qui empêche Alan de bouger son corps. Maître Deria reconnaît la méthode comme quelque chose appelé « peur du dragon », et Maître Melville réalise soudainement que la raison pour laquelle il avait un talent exceptionnel pour son âge est qu'il a hérité d'une lignée de sang de dragon. Sur le moment, le corps de Russell se transforme en une fusion d'un corps humain et de dragon. Deria est choquée et pense que c'est impossible car elle est certaine que ses parents étaient des humains ordinaires, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Maître Melville suppose que cela signifie qu'il doit y avoir un dragon de haut rang parmi les ancêtres de la famille Raymond. Sur l'arène, Alan remarque que le pouvoir que Russell vient de libérer est suffisant pour faire trembler son corps tout entier. Cependant, Russell n'est pas le seul à cacher son pouvoir. Il a aussi un tour dans son sac. Alan lance soudainement un sort à large portée qui peut geler toute une légion au niveau où il le lance. Notre garçon lance rapidement 5 lances Gaibolg et les combine pour plus de puissance. Son plan est de gagner en perçant la magie d'Alan. Pendant ce temps, Alan décide de finir le combat immédiatement et libère une mer d'énergie glacée qui alarme Russell car il fait si froid que cela pourrait geler non seulement le mana, mais même le temps lui-même. Cependant, il parvient à la traverser avec son arme et reconnaît aussi que cela aurait été difficile sans son expérience de bataille avec McCray Hughes. Le fait qu'il ait pu percer à travers cela surprend Alan, et Russell saute vers lui pour lancer une attaque. Il se déplace si vite qu'Alan réalise qu'il n'a pas le temps d'utiliser Blink, alors il doit se défendre. Avant qu'Alan puisse réagir, il est touché par la lance de Russell et tombe au sol tandis que Russell tient la lance devant son visage en se tenant au-dessus de lui. À ce moment-là, Alan sourit et il réalise qu'il a perdu. Soudainement, le système annonce que la mission a été accomplie et que Russell recevra une pierre de mana de plus haute qualité, ainsi qu'une relique de l'ère des dieux. Maître Deria se dirige bientôt vers Melville et demande au vieil homme s'il a préparé la relique de l'ère des dieux, et le vieil homme admet sa défaite. En tant que maître de la Tour Bleue, il ne peut pas rompre sa promesse, alors il ouvre son compartiment pour fournir la relique de l'ère des dieux, et cela surprend Deria qu'il la donne réellement. Sur le chemin du retour, Russell examine la relique qui lui a été remise. Ce sont les outils de couture d'Arachné, une relique de l'ère des dieux qui imite la capacité de la déesse Arachné à couper et connecter l'espace. La dague peut couper à travers l'espace, et de plus, si vous insufflez du mana dans la chaîne reliant la dague et l'aiguille pour coudre l'espace, vous pouvez joindre l'espace visible avec l'espace coupé par la dague. Même le simple fait de couper l'espace est extraordinaire. Mais pouvoir aussi les combiner est quelque chose qui pourrait être très utile pour des embuscades ou la défense. Peu après, le cavalier lui annonce qu'ils sont arrivés au château de la Lune d'automne. Quand il entre, il rencontre bientôt Sir Gillian, qu'il remercie de l'avoir invité. Apparemment, la nouvelle de sa victoire sur Sir Alan est parvenue aux oreilles du maître d'armes, mais Russell affirme qu'il a juste eu de la chance. Russell apprend bientôt que l'endroit où il se trouve est le bureau de Gillian, et il n'en était pas sûr car il est rempli d'armes et ressemble à une salle d'entraînement. Gillian avoue que ce n'était pas comme ça au début, mais les armes ont continué de s'accumuler au fil du temps à mesure qu'il continuait à s'entraîner. Comme Russell lui avait dit qu'il utilisait une